Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hygiène de vie. J'espère que vous avez la forme et que vous êtes prêts et prêtes à passer un petit moment en ma compagnie. Je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode à deux voix en très bonne compagnie. J'ai eu le plaisir de passer un moment en tête-à-tête avec Amandine Lescuyer, également connue sous le pseudonyme de French Fitness Lab sur les réseaux sociaux. Si vous ne la connaissez pas encore, eh bien c'est le moment de faire sa connaissance et surtout c'est aussi le moment d'aller à sa rencontre. Mais après avoir écouté cet épisode, bien sûr. Amandine est initialement coach sportive, mais aussi est devenue créatrice de solutions forme, santé et bien-être et se forme actuellement à la naturopathie. J'aime beaucoup sa manière d'aborder les choses et son franc-parler, et je dois avouer que nous nous rejoignons sur ce côté multicasquette dans le domaine du bien-être, en adoptant une approche holistique de la santé et du mieux vivre. Mais je ne vous en dis pas plus. Avant toute chose, c'est l'heure de l'instant dédicace. Je souhaiterais vous lire et vous partager le message d'Assa Naturo laissé sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo au sujet de l'épisode Stop aux toxines, 7 conseils pour chouchouter ses intestins. Je suis concernée par le SII, donc le syndrome de l'intestin irritable, donc je savais certaines choses, mais c'est très intéressant et très bien expliqué sincèrement. Un énorme merci à toi, Assa Naturo, de m'avoir déposé ton avis. En effet, du simple ballonnement aux maladies plus chroniques et handicapantes, les intestins sont le siège de nombreux maux et pourtant sont aussi le siège de beaucoup de processus biologiques, de l'assimilation des nutriments au bon fonctionnement de notre immunité en passant par notre état émotionnel. Un sujet vaste et complexe pour lequel j'ai souhaité me spécialiser davantage en tant que naturopathe. Si vous aussi vous souhaitez me soutenir totalement gratuitement et m'encourager, je vous invite à me laisser également une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire pour m'aider à améliorer le référencement de ce podcast. Ou bien, si vous n'êtes pas utilisateur d'Apple, pas de problème, vous pouvez aussi m'envoyer un message sur mon compte Instagram @alexandraportailnaturo ou encore même laisser votre note et votre commentaire directement sur la page du podcast sur mon site internet hygiènedevie.fr. Je me ferai une joie de le partager en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse rejoindre ma conversation avec Amandine. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie. Le podcast qui vous aide à retrouver une vie plus équilibrée, mais surtout à vous aider à passer à l'action et à reprendre votre vitalité en main. Je suis Alexandra, naturopathe et coach en hygiène de vie, et chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Et surtout, je vous donne l'énergie pour booster votre vitalité et reprendre votre santé en main. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et pour me soutenir totalement gratuitement et le faire rayonner autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Bonjour Amandine, comment vas-tu? Ça va très bien Alexandra, et toi? Je suis très contente d'être avec toi pour ce moment d'échange. Eh bien, écoute, moi ça va super bien et je suis aussi très ravie de t'accueillir sur mon podcast. Je suis vraiment très contente, j'ai hâte que l'on continue la conversation. Yes, moi aussi. Alors du coup, moi j'aime bien commencer par demander à mes invités de se présenter, donc de la manière dont tu le souhaites. Voilà, juste pour que nos auditeurs et auditrices en sachent un peu plus sur toi, même si j'ai un petit peu expliqué dans l'introduction, mais je pense que rien de mieux que toi pour expliquer qui tu es. Alors je te laisse. Alors, moi c'est Amandine. À la base, je suis coach sportif. Je suis titulaire d'un brevet d'état des métiers de la forme que j'ai obtenu il y a un certain temps déjà, il y a plus de 15 ans. Et durant ces un peu plus de 15 ans, j'ai vraiment
explorer au maximum par passion le fonctionnement du corps humain et au fur et à mesure, notamment via mes coachings et les problématiques que je rencontrais en coaching, je me suis de plus en plus penchée sur l'alimentation, sur le bien-être général, sur la forme générale, sur l'impact du mouvement et de l'activité physique, sur la santé, sur le bien-être mental. Donc en fait maintenant, je me spécialise de plus en plus sur une approche, ça fait bizarre de dire spécialisée, sur une approche globale, mais c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a des piliers, et notamment toi en tant que naturopathe, je pense que tu pourras que valider ce que je dis, mais il y a des piliers essentiels au bien-être et à la santé qui sont tous interconnectés en fait, que ce soit l'alimentation, le mouvement, le développement personnel, spirituel, etc. Et c'est trop compartimenté dans la tête des gens encore. Et surtout, il y a une espèce de déconnexion et d'inconscience du pouvoir qu'on a de prendre soin de soi, de prendre en main sa santé, de prendre en main son bien-être, plutôt que de constamment le remettre entre les mains de spécialistes qui sont indispensables, attention, mais aussi de médias, d'autorités, alors qu'on a un pouvoir énorme et qu'on a juste besoin de s'y reconnecter, de s'éduquer. Et ça, c'est accessible à chacun. Donc vraiment, maintenant, je me rends compte que d'une discipline qui était très superficielle à la base, le fitness, je me tourne maintenant vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus global et qui me passionne, qui est vraiment le bien-être et la santé de chaque individu et surtout voilà, le pouvoir que chaque personne a entre ses mains. Je peux que valider tout ce que tu dis de toute façon et je m'en suis rendu compte pas plus tard qu'il y a un quart d'heure là où j'ai reçu justement un message d'une cliente pas très contente pour le coup, donc c'est compliqué en tant que naturopathe parce que quand on est dans le domaine de l'accompagnement et du bien-être d'avoir une personne qui est déçue par un accompagnement c'est pas facile parce que elle s'attendait à quelque chose euh, uniquement sur de l'alimentation et chose que je lui voilà, conseillée, mais elle voulait quelque chose de très factuel, un plan alimentaire, etc. Et je pense qu'il y a eu une incompréhension sur l'approche naturopathique et sur cette approche justement holistique, puisqu'à côté de ça, moi j'ai bien insisté sur les autres piliers, les autres versants, que ce soit le mouvement, l'émotionnel. Il y a un gros souci d'émotion derrière tout ça. Et c'est vrai que justement, cette segmentation et compartimentation qu'elle s'est faite dans sa tête, et en plus à côté de ça, le fait que je pense qu'elle n'a pas été actrice, je lui demandais, elle n'a pas forcément mis en application les conseils que je lui ai communiqués. Voilà, je pense que voilà, c'est quelque chose, une approche qui est pour moi fondamentale, mais qui est encore peut-être mal comprise par certaines personnes. Après, ça vient aussi certainement, qui est certainement de moi qui est peut-être mal communiqué sur ce point-là, mais c'est vrai que on a encore cette segmentation fitness, mouvement, alimentation et puis les émotions aussi. Bon, on verra plus tard si on peut. Voilà, chez le psy, et comme c'est souvent encore trop mal vu d'aller voir un psy, mais moi j'ai du mal, enfin je le dis parce que c'est fondamental, mais je sens la réaction des personnes quand je leur conseille d'aller vers d'autres thérapeutes, comme des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Ah, les gros yeux qui me font des fois, c'est impressionnant. Je pense que c'est notre bonne vieille fierté française où on a un petit peu de mal, notre ego a un petit peu de mal à accepter qu'on ait besoin d'aide en fait, alors que la psychologie, la gestion des émotions, le développement mental, il est indispensable et je pense que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus normalisé et intégré, mais même tôt en fait. Je pense que cette ouverture d'esprit et ce fait de demander de l'aide, en fait, pour quoi que ce soit, ça devrait être intégré, mais depuis notre plus tendre enfance, plutôt que à l'heure actuelle, on est mis en compétition les uns avec les autres dès les bancs de l'école. Et c'est ça qui fait qu'après, il faut qu'on soit meilleur que les autres, ce qui implique de ne surtout pas avoir besoin d'aide. Et alors, certainement pas pour le côté psychologique, où tout de suite, il y a en plus cette idée complètement tordue et biaisée que quand on a besoin d'aide, d'assistance sur un travail bien souvent absolument indispensable quand on rencontre des problématiques, mais pas que d'ailleurs, et ben on a l'impression d'être traité de malade en fait. Et ça c'est complètement biaisé et je pense que c'est encore beaucoup trop présent dans l'inconscient collectif. Donc j'espère que ça va changer. J'espère vraiment que ça va changer.
C'est pour ça aussi que je fais ces podcasts, c'est pour pouvoir toucher d'autres personnes, plus de personnes, et autrement aussi, parce que je pense que c'est important comme tu le fais toi aussi à travers tes réseaux sociaux, tes vidéos, etc., c'est d'informer aussi pour conseiller quand on peut, parce qu'après il y a du personnel qu'on ne peut pas faire en général, de toute façon. Alors, autre chose, quand moi je me suis un petit peu renseignée sur toi, alors après renseignée sur toi dans le sens où comme je te suis, de toute façon j'ai pas eu trop besoin de me renseigner, mais en te suivant j'ai été surprise d'apprendre que tu n'as pas été toujours coach sportive, que tu avais un autre métier avant, et d'autant plus que tu n'aimais pas forcément le sport. Donc ça c'était intéressant parce que moi je me suis un petit peu retrouvée dans ce profil-là, dans le sens où pareil quand j'étais jeune, j'ai détesté le sport. Moi les cours de PS, ça me faisait vomir, mais je pense que clairement je me rendais mais littéralement malade, c'était vraiment le cas. Maintenant, j'adore ça. C'est pour moi le mouvement, que ça passe par le yoga, le fitness ou d'autres choses. C'était surtout par la danse il y a quelques temps. C'est devenu indispensable. Comme j'ai l'impression pour toi aussi, alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce parcours, comment t'es venue cette envie de travailler dans le domaine du sport alors qu'à la base tu n'aimais pas ça? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Oui, mais je pense que j'étais dans le même cas que toi. Moi, le sport, ça me tétanisait. J'avais déjà énormément de mal avec le côté compétition. Je sais pas, moi, c'est pas, mais j'ai aucun schéma neuronal qui est compatible avec la compétition. Je n'ai jamais eu l'esprit de compétition. Je suis quelqu'un de très individuel aussi, donc j'ai toujours eu du mal à interagir dans les sports collectifs. Mais ça a toujours été absolument catastrophique, donc très traumatisant. Moi, j'ai des souvenirs, mais même de handball qui restent marqués à jamais. C'est-à-dire que même maintenant, quand on me lance un ballon, j'ai des blocages en fait. Je suis incapable de récupérer un ballon correctement. Donc pour dire que ça m'a quand même carrément marqué. Donc oui. Moi, c'est le frisbee. Ah, le frisbee! Quand on lance un frisbee, j'ai trop peur. Non, mais je panique. C'est fou quand on y pense parce que c'est un truc en plastoc, quoi. Mais c'est tout ce que ça porte, en fait, qui est lourd. Et c'est fou que nos cours de PS marquent autant de personnes parce que quand j'ai commencé à partager, justement, ces petites tranches de mon passé, et notamment le fait que je détestais le sport, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient dans le même cas et je me suis aussi rendu compte que clairement les cours d'EPS c'était pas vraiment fait avec passion, ça n'inculquait pas vraiment un amour du mouvement, de l'activité physique et ça c'est bien dommage parce que beaucoup de personnes se braquent. Alors heureusement qu'à l'âge adulte on grandit donc on se débarrasse un petit peu de toutes de ces vieilles peaux en fait, mais c'est dommage parce que dans d'autres pays le sport est beaucoup plus intégré en fait et du coup beaucoup mieux accepté et on se retrouve pas à devoir se faire porter pâle à chaque fois qu'on a un cours de sport parce que ça nous tétanise littéralement. Donc ouais, moi le sport j'aimais pas ça et en plus j'étais réfugiée chez les chevaux tout le temps, c'est-à-dire que la moindre once de temps libre que j'avais je la passais auprès des chevaux. Ce qui m'a menée à être cavalière. Alors étonnamment, à la base, j'étais pas du tout cavalière. Je me souviens de mon premier stage d'équitation où j'ai passé la semaine avec des crampes au ventre monstrueuses parce que je voulais pas monter à cheval. Mais par contre, je passais mes journées entières à côté des chevaux. Et puis finalement, puisque le seul moyen d'être en contact avec des chevaux était de faire de l'équitation, je m'y suis mise. Donc j'ai exploré à peu près tout ce qui était faisable sur le dos d'un cheval, du saut d'obstacle au dressage, à la voltige cosaque, voltige en cercle, au spectacle équestre, pendant très longtemps, jusqu'à quasiment mes 20 ans. Et C'est dans ce domaine-là pourtant. ouais, alors j'en ai pas beaucoup fait de la compète parce que justement j'aimais pas ça. Voilà, par contre j'ai fait plus de spectacles. Voilà. Et ensuite, avec le temps, déjà, beaucoup de choses ont commencé à beaucoup me déranger dans le milieu de l'équitation, mais ça c'est un vaste sujet. Mais j'en suis venue à ne plus du tout vouloir monter à cheval, ni contraindre physiquement mon cheval par des moyens de contention. Je m'étais lancée dans une formation de sellier harnacheur, j'étais devenue artisan sellier harnacheur, c'était ma première activité professionnelle. Et
du coup, outre le fait que cette expérience entrepreneuriale a été un énorme challenge et un énorme échec aussi parce que j'étais pas du tout préparée. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes vidéos YouTube parce que l'histoire est un petit peu longue et riche d'enseignements. Je l'ai pas réalisé tout de suite, évidemment, parce qu'un échec cuisant, ça fait toujours mal au début. Et puis après, on se rend compte qu'en fait, c'est une expérience, comme à peu près tous les échecs auxquels on fait face dans sa vie. Et du coup, le fait est qu'en plus, à ce moment-là, je commençais déjà, moi personnellement, à ne plus utiliser de mort dans la bouche de mon cheval. J'étais gênée par l'aspect rigide des structures des selles qu'on appelle les arçons, donc je commençais à me renseigner de plus en plus sur les selles sans arçons. Donc j'avais déjà ce côté amélioration constante du bien-être du cheval, et puis finalement je me suis rendu compte que plutôt que de chercher ces moyens-là, je pouvais aussi tout simplement supprimer la selle, tout simplement supprimer la bride, et juste arrêter de monter mon cheval. Et là ça a vraiment été le point de coupure en fait avec l'équitation, le fait de monter à cheval. J'ai toujours un cheval qui est à la retraite, qui a toujours été à la retraite en fait, parce que je l'ai jamais beaucoup embêté, et qui va très très bien. Voilà. Donc là, j'étais pas du tout portée cheval, mais j'étais pas du tout portée sport, mais par le plus grand des hasards en fait, quand j'ai obtenu mon diplôme de cellier harnacheur, parce que j'ai pas lancé mon activité tout de suite, j'étais trop jeune, j'avais 18 ans, et je me sentais pas d'ouvrir mon entreprise. Là, j'étais un peu perdue. Et il y a eu des portes ouvertes d'une salle de fitness qui s'appelle Euphorie à Toulouse. J'y suis allée, j'ai suivi un cours de body pump, j'ai eu des courbatures pendant une semaine. Mais vraiment, je me demandais ce que je foutais là parce que je venais du milieu du cheval et du spectacle équestre. Donc clairement, c'était totalement opposé. Oui, pour moi, le fitness, c'était Véronique et Davina en body par-dessus leur cycliste. Ouais, cette vision très old school. Et donc, riche de ces courbatures et de ce premier cours de body pump, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Ça me plaît beaucoup. Et ça a cassé beaucoup d'idées reçues. Je me suis inscrite et quelques mois après, vraiment très rapidement, j'ai décidé que j'allais prendre cette voie-là, que j'allais devenir coach et que j'allais m'entraîner comme une dingue pour préparer les tests d'entrée qui avaient lieu au printemps suivant. Donc il me semble que mon abonnement, je l'ai pris en novembre pour des tests d'entrée qui étaient en juin. Ça a été assez court. Donc je me suis entraînée comme une acharnée parce qu'à l'époque, les tests d'entrée étaient ultra corsés. Et j'y ai pris énormément goût, que ce soit les cours collectifs ou l'entraînement aussi en musculation, parce qu'il y avait des épreuves physiques qui étaient quand même assez costauds. Et j'ai été prise. Et je suis entrée en formation avec un bagage en fait sportif absolument microscopique. Donc j'ai vraiment tout appris de manière ultra condensée. C'était assez éprouvant. Durant cette année en contrôle continu, donc c'était vraiment du 100% de temps. C'était une immersion totale au Krebs de Toulouse. Et j'ai eu mon diplôme. Et donc, je me suis retrouvée un peu plus d'un an après un an et demi après avoir découvert le fitness à être coach diplômé d'État. Donc ça allait très très vite et c'est devenu une passion. C'est devenu une passion, vraiment. Donc voilà, gros retournement de situation entre la petite Amandine qui détestait le sport et maintenant que je suis coach sportive et que ça fait partie intégrante de ma vie. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que comme tu n'aimais pas le sport, quand tu as mis ce premier pied dans cette salle de body pump où tu t'es dit où est-ce que je suis, jusqu'à cette prise de décision de te lancer dans ces études-là, qu'est-ce qui s'est passé en toi? Est-ce que c'est des sensations qui ont fait que tu as pris goût? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris goût en fait? Alors, c'était certainement pas les courbatures liées à mon premier cours de body pump, mais c'était un truc tout bête. C'est qu'à l'époque, donc j'avais 18 ans et demi. J'étais un peu en perte d'identité parce que je sortais de 2 ans d'apprentissage dans l'atelier d'un artisan très bourru. J'étais complètement en décalage avec mon âge, hein. Moi, j'ai découvert France Inter à 16 ans mais par contre, ça, c'est pas du tout un regret parce que c'est génial. Mais j'étais quand même très en décalage. Et là, j'ai vu ces coachs de cours collectifs et ces gens en salle qui étaient pleins d'énergie, qui étaient classe en plus. Enfin, il y avait ce côté-là où c'était un monde que je ne connaissais pas et je me suis dit, waouh, mais moi aussi, je veux être coach. J'ai j'ai envie d'être bien gaulée, j'ai envie de péter la forme et je trouve ça trop cool d'être capable de donner de la motivation à des gens et de l'engouement aux gens de faire du sport.
pour moi, c'était complètement nouveau. Pour moi, le sport, c'était, outre Véronique et Davina, les souvenirs que j'en avais, c'était le prof d'EPS, complètement pas motivé par son métier, pas vraiment passionné, à qui je passais mon temps à essayer de me faire passer pour malade pour éviter les cours. Donc là, voir ces coachs jeunes, super dynamiques, dans une super ambiance, motiver des gens, je trouvais ça absolument fantastique. Et je me suis dit, waouh, je veux faire ça. Donc c'est vraiment de là que c'est venu en fait. D'accord. Et maintenant, quelle est la place du sport est centrale dans ta vie, mais comment tu abordes justement ce côté-là? Alors le sport, moi j'ai une relation avec après qui a été tumultueuse puisque j'ai notamment cherché à l'utiliser pour modifier mon corps. J'ai été victime de cette grosse vague de figures emblématiques du fitness qu'ont été à l'époque les Michelle Lewin. Il y avait une blonde, je me souviens plus, depuis elle a eu des enfants d'ailleurs, mais j'arrive plus à me rappeler de son nom, dont d'ailleurs Efkan Kurnaz était amoureux. Bref, ça date d'il y a quelques années, donc j'ai été très influencée par ça, comme beaucoup de personnes. J'ai voulu me lancer dans la compétition fitness parce que je me trouvais trop baraquée et j'avais envie d'avoir ce physique de poupée Barbie qui représentait pour moi l'idéal et la légitimité absolue de la coach fitness, ce qui est une aberration quand on y pense, mais bon. Et donc je me suis lancée, je m'en suis servie donc de ce sport pour galber des parties de mon corps, pour essayer de me faire maigrir. Ça n'a pas toujours été du sport passion, plaisir. Ça a été beaucoup un outil pendant longtemps. Et passion par mon métier de coach parce que je me rendais compte par contre du bienfait que ça apportait aux personnes que je coachais. Bienfaits physiques et bienfaits mentaux. Notamment sur le fait de reprendre confiance en son potentiel. De reprendre encore une fois en main, de prendre en charge son bien-être physique. Et j'ai beaucoup de personnes d'ailleurs qui venaient me voir pour perdre du poids par exemple, et qui finalement en tiraient bien plus que juste une perte de poids. Alors déjà à la base toutes ne mangeaient pas assez, mais ça c'est encore autre chose, mais surtout d'un point de vue moteur qui se retrouvaient à avoir remis ce pilier de leur santé à sa juste place dans leur vie et à aimer ça. Et ça, vraiment, je trouvais ça absolument génial. De mon côté, c'était un peu plus complexe parce que c'était plus un outil pour me prouver des choses, pour me bâtir une certaine shape. Et puis finalement, je me suis libérée de tout ça avec, je pense, la maturité, tout simplement, la prise de recul sur mon image, sur les réseaux sociaux, sur ma santé, mon bien-être. Et c'est là vraiment qu'il y a eu un tournant énorme dans ma pratique personnelle. Il y a vraiment, je sépare bien les deux, mon métier de ma pratique personnelle, qui n'ont pas grand. Finalement, maintenant, je transmets ce que je tire beaucoup plus de ma pratique personnelle qu'avant. Avant, je transmettais mes connaissances et mes compétences en tant que coach. Maintenant, c'est beaucoup plus mélangé et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça s'est fait assez vite après ma compétition fitness parce que je commençais à en avoir marre en plus de cette pratique de fitness qui m'avait un peu écœurée, ce qui est normal. Et je me suis tournée vers d'autres manières de bouger. J'ai découvert le CrossFit qui personnellement me correspond très très bien. Je m'éclate, mais parce qu'en plus d'un point de vue humain, ça change beaucoup de choses par rapport à une pratique personnelle en salle. Et alors je dis le CrossFit ça me convient très bien parce que beaucoup de personnes en fait se jettent dans le CrossFit un peu à leur dépens, c'est-à-dire qu'elles oublient que leur corps a besoin de certaines fondations structurelles qui ne sont pas forcément enseignées dans ce qu'on retrouve dans les WOD grand public et du coup se retrouvent à se faire surtout mal, à nuire à leur intégrité physique plutôt qu'à bâtir quelque chose de fort qui peuvent les porter pendant longtemps. Mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, et maintenant je suis absolument passionnée. Je suis une flemmarde totale. Non, c'est vrai. J'ai un vrai. Bah oui, c'est bizarre. Et pourtant, je suis très cocooning, flemmarde à la base. Et le sport, l'activité physique, le mouvement, le fait de marcher, d'aller marcher dans les bois, ce sont des choses qui me font tellement de bien, que j'ai tellement intégré et associé à mon bien-être que même si des fois c'est dur de lever ses fesses et d'aller s'entraîner, ou même de dérouler son tapis de yoga. Parce que c'est pas facile, hein. Enfin on le dit beaucoup, le plus dur dans le yoga c'est de dérouler son tapis, même s'il fait pas très beau dehors et qu'on est mieux au chaud,
Maintenant, moi, j'ai atteint ce stade où clairement, j'ai même plus besoin d'y réfléchir, j'y vais. Parce que ça me fait du bien. Donc voilà. C'est un vrai outil pour bien-être. Ouais. Et vraiment, le mouvement, l'activité... Hein? Ah, pardon. Vas-y, Et vraiment, le mouvement, l'activité physique dans leur ensemble. Voilà, il n'y a pas une discipline. C'est encore une fois, dans la tête des gens, il faut que ce soit très compartimenté. Quand tu fais du yoga, tu peux pas faire de haltérophilie. Si tu fais des sports extérieurs, tu peux pas faire du fitness, ça va pas ensemble. Alors du moment qu'on bouge et que ça nous fait du bien, en fait, ça vaut le coup. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que c'est le premier frein que j'essaye d'enlever aux personnes qui viennent me voir aussi quand je leur dis le mouvement, l'activité physique et je commence juste tout de suite par leur dire je parle d'activité physique mais je parle d'abord de mise en mouvement en fait. Je vous demande pas d'aller courir 2 heures, faire un marathon tous les jours, juste ne soyez pas sédentaire. Et c'est marrant parce que j'ai eu la discussion pas plus tard qu'il y a 2 jours avec mon conjoint qui est sportif, hein, c'est un nageur, il a toujours fait de la natation, compétition, judo, etc. Et là en fait on se disait en 2020 il se sentait vieillir, notamment il sentait qu'il avait changé sa relation avec le sport et en fait il est devenu beaucoup plus sédentaire. Et c'est vrai que c'est ce que je lui ai dit en fait je pense que t'es quelqu'un qui bougeait vraiment, bougeait beaucoup parce que tu faisais une activité sportive, mais à partir du moment où maintenant les clubs sont fermés, les piscines sont fermées, tu ne bouges plus. Or, c'est pas parce que tu fais du sport que tu dois arrêter de te mettre en mouvement. Ne serait-ce que d'aller dehors et de marcher, tu en as besoin, même si à côté tu fais 1 heure de sport. C'est pas antinomique et au contraire, c'est 2 choses différentes. Et comme ça, le jour où tu n'as pas cette activité sportive, tu as quand même ce mouvement-là. Et aujourd'hui, il est passé d'une personne extrêmement sportive à complètement sédentaire parce que finalement, il fait plus de son activité sportive. Mais il se met pas non plus en mouvement derrière. Donc je pense que c'est la fondation, c'est d'abord de penser à mettre toujours son corps en mouvement en fait, tout simplement parce que c'est une machine qui a besoin de circuler et de fonctionner. Voilà. Et dédramatiser sur la notion de sport, je pense qui fait peur aussi, effectivement. On parle beaucoup de compétition, de dépassement de soi, etc. C'est pas que ça en fait, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de notion de plaisir aussi. Et donc du coup, si tu avais 3 conseils à donner à des personnes qui sont justement totalement sédentaires et qui auraient besoin de se mettre en mouvement, tu en aurais quelques-uns comme ça à donner, des personnes qui nous écoutent là. Alors déjà, je pense que le premier, ce qui rejoint totalement ce que tu viens de dire, c'est ne vous en faites pas toute une montagne. Voilà, se mettre à bouger, c'est simple en fait. On peut juste décider de se lever de sa chaise, de bouger les bras, d'enrouler la nuque, d'enrouler les épaules, d'ouvrir la cage thoracique. Il y a plein de choses déjà à la base. C'est du b.a.-ba. Et comme tu le disais, souvent il y a cette notion de sport et du coup si on fait pas de sport, on fait rien parce que le reste ne vaut pas le coup. Et ça, faut se l'enlever de la tête en fait. Encore une fois, hein, le sport le plus efficace, l'activité physique la plus efficace, c'est celle qui nous fait du bien et celle qu'on fait en fait. Donc dans la mesure où on peut se mettre à bouger, quoi qu'on fasse, ce sera bien. Il n'y a pas besoin de suivre un méga programme super efficace avec des avant-après incroyables, méthodes prouvées, etc. On peut juste bouger en fait. Et pour ça, on n'a pas besoin d'une armada de machines, on n'a pas besoin d'être dans un club. Ça, c'est des plus, bien sûr, et ça dépend de la pratique physique. Après, je suis tout à fait d'accord en termes de motivation. À la base, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'est absolument pas des êtres sédentaires. Hein. Notre évolution nous a poussé à bouger et à nous adapter pour être les plus efficaces possibles sur des activités physiques de longue durée. Donc on est des machines de pointe du mouvement. Mais en même temps, on est super économe. Donc, on a quand même un système qui préférerait qu'on brûle le moins d'énergie possible et donc qu'on bouge le moins possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour nous. Alors, le problème, c'est que notre société, elle nous pousse à rester au maximum dans ce confort immobile quotidien, donc la sédentarité. Mais on n'est pas fait pour ça. Voilà. Et du coup, effectivement, adhérer à un club, c'est indéniable. En termes de motivation, c'est super d'aller rejoindre des personnes qui partagent la même passion, le même engouement, d'aller dans un endroit où l'énergie est différente que chez soi.
ça va changer beaucoup de choses dans la pratique. Mais est-ce que ça veut dire que si on n'adhère pas à ça, on fait rien du tout? Certainement pas. Après, l'énergie, on peut la créer soi-même. Et il y a un truc qui est génial, qui s'appelle l'autodiscipline. Voilà, comme des grands. On a bien réussi à le faire pour se brosser les dents. On peut réussir à le faire pour bouger. C'est une pratique d'hygiène, c'est une pratique de bien-être. Donc ça, il faut y travailler un petit peu. C'est un petit peu plus haut dans les étages que ça se passe. Mais encore une fois, on a le pouvoir entre les mains. Et voilà, ce premier conseil, c'est le premier conseil, j'ai mis 4 ans déjà à le dire. Ce premier conseil, c'est vraiment de ne pas s'en faire toute une montagne, de désacraliser le sport. On peut se mettre à bouger. Essayez déjà juste, là je m'adresse à toutes les personnes sédentaires qui se disent qu'il va falloir qu'elles fassent du sport. Essayez de vous accroupir. Et demandez-vous s'il n'y a pas un problème si vous n'êtes pas capable de vous accroupir. Et déjà, ça, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que vous vous accroupissez, vous voyez que les genoux coincent, que vous n'arrivez pas à descendre sans décoller les talons avec le dos tout arrondi. Voilà, vous avez déjà une base de travail, vous pouvez déjà travailler là-dessus. Il y a plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que je partage de plus en plus de routines bien-être, de mise en mouvement, beaucoup plus que d'entraînement en fait. Parce que je pense qu'il y a cette base-là que beaucoup loupent et qui est primordiale. Et je pense que cette base-là, en plus, elle permet de beaucoup plus conscientiser son activité physique, de lui donner davantage de sens et du coup de la faire perdurer dans le temps. Après, deuxième conseil, c'est justement cette autodiscipline. C'est-à-dire qu'encore une fois, le cerveau, il a du mal à se projeter au-delà de la récompense et du bien-être immédiat. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, elles nous font du bien sur le moment, mais on sait qu'après, on va pas être bien. Et pourtant, on va craquer. Et bien pour le sport, c'est la même chose. Comme ça ne nous fait pas spécialement du bien à la seconde où on démarre, on est incapable de se projeter sur tous les bienfaits dont on est conscient, hein, mais on n'arrive pas à se projeter dans l'immédiat sur tous les bienfaits qu'on va en tirer sur le long terme. Et ça, il faut un petit peu couper ce circuit de pensée qui est hyper limitant parce que du coup, c'est lui qui nous fait manger n'importe quoi parce qu'on a activé ce circuit récompense immédiate. Et en plus, il y a un phénomène d'accoutumance qui fait qu'on peut rentrer dans ce processus et l'accentuer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour le sport, c'est la même chose. C'est-à-dire que du coup, on s'y met jamais. On s'y met jamais parce qu'on se dit toujours que plus tard, on sera plus motivé. Sauf qu'en fait, la motivation ne vient pas parce que dès lors qu'on essaye de se projeter dans la séance, on se dit ça va être fatigant. Donc il faut y aller à un moment donné. Il faut se mettre en action. Il faut arrêter de gamberger pendant 3 ans. On se met en mouvement et encore une fois, on démarre par une petite mise en mouvement de 10 minutes. Qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout dans une journée de 10 minutes. Je pense qu'on passe 10 fois plus de temps sur notre téléphone à regarder du contenu qui est totalement vide. Donc on commence par 10 minutes et puis après, le lendemain, on refait 10 minutes et puis peut-être qu'au bout d'une semaine, on aura envie de faire plus, etc., etc. Mais se mettre en action. Et puis après, s'autodiscipliner encore une fois. Si on se disait je m'en fous, je fais pas ma vaisselle, j'ai la flemme et qu'on faisait ça tous les jours, mais on vivrait dans un champ de bataille. Ça arrive à certaines personnes. Si on arrêtait de se brosser les dents, c'est la même chose. Et pourtant on le fait parce que on sait que c'est important. Et ben le sport, c'est la même chose. Parce qu'on nous l'a appris rapidement et dès le plus jeune âge. On nous obligeait à nous brosser les dents à la cantine. Ouais. Le sport, on avait un cours de PS qui était obligatoire et on ne nous disait pas pourquoi on faisait du sport. Enfin, moi, je sais que. Enfin, je reviens, hein, je suis en train de réfléchir en tant que je parle, mais j'avais cours de PS, on n'en a pas eu temps. Il fallait juste que j'ai une bonne note à la course à pied, point. On ne me disait pas à quoi ça allait me servir, vraiment, le bienfait que ça allait m'apporter. Contrairement au brossage de dents où on avait des visites de centres dentaires qui venaient nous expliquer avec leurs petites mâchoires, etc., l'impact du sucre, etc. On avait le sens derrière. Et je pense que ça qui est important, c'est qu'à partir du moment où on apporte du sens et encore plus dès le plus jeune âge, au plus ce sera simple derrière d'ancrer des habitudes qui nous seront bénéfiques, justement. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans notre système éducatif, on a un énorme problème parce qu'on n'éduque pas les enfants à bien bouger, à bien manger. Alors c'est fou, dans les pays scandinaves, ils commencent à mettre en place de la méditation, des choses comme ça, je trouve ça absolument génial. Il y a même des écoles qui font des cours, au lieu de chercher à visser les fesses des enfants sur des chaises d'école, il y a plus certaines écoles, hein, c'est encore bien trop rare comme initiative, qui font les cours en extérieur, qui laissent les enfants bouger, s'exprimer, qui, au lieu de bannir le mouvement, d'interdire le mouvement très très tôt finalement dans la vie de l'enfant, mais ça s'encourage le mouvement, parce que ça n'est pas normal à l'âge adulte de ne pas être capable de s'accroupir. C'est pas quelque chose de normal du tout.
Donc c'est pas normal d'être essoufflé parce qu'on a couru après un bus pendant 30 secondes et demie. Donc ça, il faut effectivement, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de notre système éducatif et c'est là que les parents, si possible, s'ils peuvent déjà au moins un petit peu plus inculquer ça à leurs enfants, si l'école ne le fait pas, c'est important aussi. Et je trouve que pour le coup, en montrant l'exemple, en faisant son activité physique, moi j'ai des mamans, c'est trop chouette, qui me disent «Ah, j'avais mon petit bout de chou qui veut faire la même chose que moi». Mais c'est génial! C'est génial! Et ça vaut pour le mouvement, ça vaut pour la cuisine aussi. Les enfants, plutôt que de les coller face à un écran parce que c'est plus pratique, et puis après de râler parce qu'ils veulent pas manger leurs légumes, et ben pour les occuper, on les met en cuisine. Et les enfants sont ultra débrouillards, hein. Faut arrêter de croire qu'ils vont se crever un œil avec le manche d'une cuillère. Ça arrive plus aux adultes qu'aux enfants, hein, d'ailleurs. Et puis les mettre en cuisine, et puis les impliquer, les éduquer, et ils vont beaucoup plus apprécier manger une chose à laquelle ils auront mis la main à la pâte, même si c'est des légumes. Et qui plus est, si cette éducation, qui est fun en plus, démarre tôt dans la vie. Ouais. Et moi j'ai eu une grosse claque hier parce que j'ai donné, pour reprendre ton exemple de c'est pas normal de pas pouvoir s'accroupir à 30 ans, 40 ans, même des fois avant malheureusement. Hier je donnais un cours de yoga dans une cadre de formation, donc c'était possible avec la Covid, on va dire. Et j'ai ne serait-ce que montré et demandé, et en tout cas conseillé à faire du dos rond, dos creux. Et j'ai eu presque la moitié qui avait mal au dos en faisant ça. Alors que c'est censé normalement apporter de la mobilité à la colonne vertébrale, être plutôt un mouvement de relaxation, etc. Et il y avait déjà des personnes qui avaient mal à ce stade-là. Et moi j'avais mal pour eux de me dire, mais ouais, c'est ce manque de mobilité en fait, de mouvement. Et ces personnes-là se crispent donc ont d'autant plus mal et se braquent après contre le sport ou l'activité physique. Or, c'est ça qui va peut-être aussi leur ramener de la mobilité et donc faire réduire leur douleur. Et il faut réussir après à leur faire comprendre ça, c'est pas facile. Donc voilà, plus tôt on s'y met, mieux c'est. Oh oui. Bon, alors j'ai un autre sujet chaud bouillant à te proposer. Ouh là 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 là. Le sujet de l'alimentation. Alors je sais, alors tu partages énormément de choses sur l'alimentation, tu fais des superbes recettes, toujours très très bonnes, en tout cas qui donnent très envie. Je sais aussi que tu t'es beaucoup depuis quelque temps tournée vers l'alimentation végétale, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et tu n'as pas forcément toujours eu, comme tu dis, une relation, une alimentation saine, et aussi une relation saine avec l'alimentation. Et d'ailleurs, je suis allée voir, je crois que c'était sur ton site, alors je te cite, hein, tu vas me dire si je me trompe pas. Pendant des années, j'ai été frustrée de devoir me priver de ces petits plaisirs sucrés sous prétexte qu'ils n'étaient pas bons pour mon corps, ma santé et mes objectifs sportifs. Jusqu'au jour où j'ai décidé que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ce que j'ai découvert durant les 4 années qui ont suivi ont littéralement changé ma vie. Ça veut dire quoi tout ça? Ouais. Mais je pense que c'est un des plus gros, des changements les plus marquants de ma vie parce qu'en plus, comme beaucoup de personnes, j'ai construit mon rapport à l'alimentation sur des souvenirs, des expériences de mon passé qui étaient extrêmement négatives et qui ne concernaient pas que l'alimentation, loin de là. Mais en plus de mon côté qui était lié à l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai eu un vécu, notamment durant mon enfance, ma petite enfance et même un peu plus grande, qui a laissé évidemment des traces très très profondes en moi sur lesquelles j'ai dû travailler tout au long de ma vie. Et ça, j'insiste là-dessus. Je me suis fait aider. C'était important. Et sinon, j'en serais pas là aujourd'hui, libérée de tous ces stigmates de mon passé. Aujourd'hui, je suis ultra épanouie et je peux penser à mon passé sans avoir aucune émotion négative, en étant totalement neutre, en acceptant, sans chercher à nier quoi que ce soit ou à enfouir quoi que ce soit. Je suis complètement en paix avec ma vie, avec mon enfance, avec ce que j'ai vécu. Et ça, je me suis fait aider pour ça, voilà. Mais effectivement, ces expériences-là ont toutes été associées en plus à un schéma alimentaire complètement tordu. Voilà. Pour la petite histoire, mon père biologique a fait partie d'une secte où le dogme était de manger cru tout.
c'est-à-dire pas de l'alimentation vivante comme on la prône aujourd'hui, comme Senialet l'a beaucoup prôné. D'ailleurs, Senialet qui était au contact du gourou de cette secte, ce qui m'a beaucoup bloqué pendant un moment à la lecture de Senialet parce que du coup j'avais du mal. Mais non, du cru façon Néandertal. Donc j'ai vu des gens dépecer des animaux devant moi, manger des yeux de cochon crus devant moi. J'ai ces odeurs encore de fruits rances, de poissons pourris. Enfin, c'était... Donc clairement, outre le fait d'expériences non liées à l'alimentation déjà qui étaient très négatives, plus une présentation finalement à l'alimentation, parce que j'ai été exposée très, très jeune et pendant plusieurs années, qui était complètement biaisée et qui m'a dégoûtée de beaucoup de choses, de beaucoup d'aliments, y compris les fruits pendant très longtemps. Ça fait que j'ai pas grandi avec un rapport à la nourriture super équilibré du tout. Alors, j'avais quand même une chance, c'est que ma mère, de son côté, elle a toujours été très très ouverte d'esprit, m'a fait découvrir plein de choses très très jeune. Donc heureusement, il y avait cette autre moitié de ma vie qui venait contrebalancer le chaos total de cette première moitié du temps que j'ai passé en grandissant. Donc du coup... j'ai eu beaucoup de problèmes de ventre qui étaient très psychosomatiques, mais aussi physiques. Et puis, bon, j'ai grandi avec ça, voilà. Sauf que, effectivement, quand le fitness est arrivé, ça a été une autre affaire. Et notamment quand j'ai commencé à vouloir impacter mon physique. En fait, quand j'ai commencé à me mettre davantage sur les réseaux sociaux et donc à me comparer, et donc à remettre en question ma légitimité de coach en fonction de mon physique, là j'ai commencé à beaucoup plus vouloir utiliser encore une fois la nourriture comme un outil me permettant de sculpter ma shape, de perdre du poids, toujours perdre du poids parce qu'on veut toujours perdre du poids, c'est incroyable. Et là, effectivement, j'ai un petit peu tout testé ce qui se faisait dans le milieu du fitness et la science du fitness de l'époque, donc le régime Atkins, bon évidemment diabolisation des glucides, hein, même hors Atkins, etc. Donc oui, évidemment, surtout pas trop de glucides, beaucoup de protéines, beaucoup trop de protéines. Évidemment, de source animale, donc j'étais une inflammation ambulante, c'était catastrophique. Tu étais une boule acide en fait. J'étais une boule acide, j'étais pleine de rétention d'eau, ça se voyait sur mon visage. Donc c'était fou parce que je cherchais à perdre du gras et de l'eau, mais en fait j'avais comme un filtre en fait qui était de la rétention d'eau directement liée à mon inflammation, parce qu'en plus ça a disparu dès que j'ai viré tous ces aliments ultra inflammatoires. Mais vraiment, c'est la première chose que les gens m'ont dit et me disent encore quand ils regardent d'anciennes vidéos. Ils me disent waouh, ton visage, mais c'est fou. J'ai rien fait pour. Je me maquille pas plus qu'avant, je me maquille moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, j'ai arrêté d'encrasser mon corps en fait. Et donc oui, je me suis retrouvée à manger ultra protéiné, très peu de glucides, mais dont j'avais tellement besoin. Et du coup, j'ai passé, pendant ma préparation, plus de 6 mois dans un état catatonique. C'était catastrophique. Mes émotions, c'était les montagnes russes. J'étais dans le brouillard tout le temps. Mon cerveau avait du mal à fonctionner, parce qu'en plus, je suis sensible à l'insuline. Moi, j'ai aucun problème de résistance. Donc, il me faut des glucides. Mon corps les utilise, mon cerveau les utilise. Et moi, j'étais persuadée, en plus, d'être résistante, d'avoir développé une insulino-résistance, ce que j'étais en train de créer, finalement, en diminuant drastiquement ma consommation de glucides. Donc, c'était incroyable parce que je créais mes propres maux que je cherchais à éviter en mangeant de la manière dont je voulais manger. Et en plus, alors ma thyroïde, on n'en parle pas parce que c'est pareil, hein, les glucides, c'est quand même indispensable. Donc, j'ai fini ma prépa dans un état. Alors, évidemment, j'ai développé des troubles du comportement alimentaire pendant toute cette période-là où je binge-eatais, mais comme pas possible. Donc, j'avais des crises d'hyperphagie incroyables. Et le problème, c'est que mon vécu ayant complètement déréglé mes signaux de satiété, et ça, je pense que ça ne reviendra pas. Alors maintenant,
beaucoup plus qu'avant, je suis beaucoup plus sensible qu'avant, mais j'aurai quand même toujours ces dérèglements où j'ai quand même une capacité à manger des quantités qui sont très étonnantes pour mon gabarit, sans avoir aucun ressenti physique, en fait, de satiété. D'accord, tu ressens pas du tout de ballonnement, de ventre Ah non, 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 tendu ou... rien du tout. Donc c'est pour ça, il fallait que je développe cette conscience, parce que sinon, en fait, j'ai faim, je mange, et je peux manger beaucoup sans me sentir physiquement mal du tout. J'ai pas de frein physiologique, voilà. Mes capteurs, je pense que depuis un petit bout de temps, ils ont été super anesthésiés et que voilà, c'est revenu un petit peu hein, quand même, mais voilà. Donc tout ça pour dire que effectivement, je me suis retrouvée avec une alimentation hyperprotéinée, des croyances totalement erronées. Je savais que c'était pas bon pour moi, mais j'étais coincée, où je devenais complètement accro et j'avais des pulsions irrépressibles pour les aliments riches, pour les aliments sucrés, où du coup je me restreignais encore plus en aliments riches, en aliments sucrés, et je me disais mais c'est pas possible, je vais finir ma vie à devoir me brider constamment parce que je suis une junkie du sud. Ce lapsus c'est incroyable. Une junkie du sucre, et que je pourrais jamais faire autrement que de lâcher complètement la bride par moment, de finir en orgie totale. Donc voilà. Et ce qui m'a changé la vie, c'est de déconstruire ce schéma-là. Et ce qui m'a permis de déconstruire ce schéma-là, euh, j'ai fait un peu d'hypnose qui m'a aidée dans les moments les plus durs, clairement. Pas à chaque fois. Moi, j'ai souvenir de ma dernière séance d'hypnose où l'hypnothérapeute était très contente, parce qu'après on débriefait toujours, on parlait, il y avait toute une partie qui n'était pas sous hypnose, et elle me disait ouais c'est bien, on dirait que ça va mieux, etc. Je disais oui, je me sens beaucoup plus apaisée. Je suis sortie, c'était après ma prépa, je suis sortie et j'y avait un Bagelstein à côté. J'ai jamais mis les pieds là-bas, un truc à bagels. J'ai mangé, je pense, l'équivalent au total de 10 muffins et cookies juste après ma séance. Ça allait beaucoup mieux. Ah, ça allait beaucoup mieux, voilà. Non, non, mais ça, faut faire gaffe parce que l'hypnose, c'est pas magique non plus. Faut pas se dire, on va chez l'hypnothérapeute et après, c'est réglé, hein. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais je me souviens de ce moment-là où je suis rentrée chez moi en me disant, oh, là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Et puis, à côté de ça, j'avais cette prise de conscience, notamment éthique, qui était de plus en plus forte. Et un jour, mon homme, avec qui j'étais depuis presque un an, m'a dit « Mais je comprends pas, avec le discours que tu as, pourquoi tu ne manges pas végétal ?» C'est-à-dire que il y avait une dissonance totale en fait entre mes pensées et mes manières d'agir. Et je pense que du coup, cette dissonance-là, elle amplifie encore plus ce rapport conflictuel que j'avais avec la nourriture. Il m'a dit ça, j'ai pas su quoi lui répondre, du tout. Hormis le fait qu'effectivement mon père biologique était devenu vegan et que du coup j'étais entrée en opposition totale avec ça. Et donc je lui dis ouais, je veux pas devenir comme mon père, gna gna gna. Et puis après, heureusement qu'à ce moment-là j'ai été suivie par une psy justement pour travailler là-dessus. Je me suis rendu compte que je n'étais pas cette personne, que j'étais libre de mes choix et que ça ne signifiait en aucun cas que je reproduisais ses comportements à lui qui étaient les siens et pas les miens. Et je pense que je résistais depuis longtemps en fait, parce que des lectures sur le bien-être animal, sur l'alimentation végétale, j'en avais déjà depuis des années. Et je résistais énormément. Et en fait, je me suis débarrassée de cette figure et ça s'est fait en 24 heures. J'ai décidé de manger végétal parce que je n'avais absolument plus aucune barrière et ça m'a amené un soulagement incroyable de me dire ok, c'est bon, là je suis alignée en fait. Je suis alignée, j'ai envie de faire du bien à la nature. Ça me parle, c'est une alimentation qui me touche très profondément. Donc j'y vais et puis on verra comment ça se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, heureusement que j'avais des connaissances en matière de nutrition parce que je suis pas tombée dans les pièges dans lesquels beaucoup de personnes qui se mettent au végétal tombent. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça m'a apporté 1000 fois plus de choses que juste le réalignement avec mes valeurs. Ça m'a redonné de l'énergie dont je manquais totalement. Mais bien sûr, mais dès lors que j'ai redonné des glucides à mon corps et que j'ai arrêté de le saturer avec mes protéines animales, je me suis mise à revivre, j'avais de l'énergie, j'avais plus d'inflammation constante, j'avais plus cette chape de plomb sur la tête, ça a libéré tellement de choses. Et ouais, ça va faire 4 ans l'été prochain.
ou ça fait déjà 4 ans. Au fur et à mesure des années, je commence à perdre un petit peu le compte, mais ça a été un des plus beaux changements de ma vie, honnêtement. Et du coup, cette alimentation végétale, est-ce que ça t'a aussi apporté peut-être d'autres désagréments, notamment plutôt physiques ou pas? Ou aucun? Oui, mais évidemment. Alors, déjà, moi, je faisais partie des personnes qui avaient des problèmes de ventre tout le temps, quelle qu'ait été mon alimentation. Des problèmes qui pouvaient être handicapants. Moi, je me faisais toujours des angoisses. Je me disais en vacances, ah là 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 là, j'espère que je vais pas avoir mal au ventre. Et je sais que ça parle à beaucoup de personnes. Quand je sortais en soirée, je me disais, oh non, je vais pas mettre cette robe-là, je vais être super ballonnée. Et puis, qu'est-ce qui se passe si j'ai mal au ventre? J'avais toujours cette peur d'avoir mal au ventre, qui se manifestait souvent, du coup. Voilà. Oui, parce que forcément le mental est très lié aux intestins. Enfin bon, on connaît la relation. Voilà, j'attendais que ça arrive, hein, clairement. Donc ça a été le cas pendant des années, et même avec dans mes relations, j'avais tout un tas de protocoles, de choix alimentaires, etc., qui pouvaient être compatibles avec le fait d'être avec une personne, de devoir dormir avec elle, etc. Donc voilà, ça régissait ma vie, ces problèmes de ventre. Et la première année de transition sur le végétal, effectivement, ça a été très rock'n'roll parce que je ne tolérais absolument pas les légumineuses. Alors, les légumes, ça allait parce que j'en ai toujours beaucoup mangé. Donc, effectivement, comme j'y étais exposée, il n'y avait pas de problème. Mais mon gros problème, oui, c'était les légumineuses, le soja, certaines céréales. Et donc j'ai vécu à peu près tous les désagréments que toute personne n'ayant pas été exposée aux légumineuses peut vivre et ressentir. J'avais une grosse dysbiose qui était là depuis très très longtemps et sur le moment je savais pas trop quoi faire, donc j'ai appris sur le tas. Je me suis beaucoup documentée et puis finalement, alors il y a deux choses, c'est qu'au fur et à mesure que mon alimentation a changé, qu'elle est aussi devenue beaucoup moins inflammatoire. Ça aide beaucoup quand même. Et que j'ai aussi arrêté de faire certaines erreurs de quantité, notamment, qui m'exposaient beaucoup à certains aliments. Enfin, j'y suis allée beaucoup plus progressivement, voilà. Et surtout, j'ai enrichi au maximum la diversité des aliments que je mangeais. Et oui, au bout d'un an, j'ai été complètement débarrassée de ces désagréments, alors que je pensais, mais vraiment, ne jamais pouvoir manger une lentille de ma vie. C'était explosif, hein. Depuis le début, tu trempais par exemple tes lentilles, tes légumineuses, tes céréales ou c'est venu justement après? Parce que le trempage permet justement de réduire tout ça. Ouais, je le faisais depuis le début. Moi, c'était plus les quantités ou les associations. Ouais. Je me faisais des plats de lentilles, tofu. Enfin, je me faisais des combinaisons qui contenaient des fois 3-4 aliments que je digérais pas du tout. Ça représentait 80% de mon plat, donc clairement, c'était pas possible. Donc ça, j'ai appris. Il y a deux inconvénients, on va dire, à l'alimentation végétale. C'est qu'elle est très riche en fibres, donc c'est un inconvénient et un avantage. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faut manger beaucoup de fibres, c'est le cas, sauf que les fibres, ça irrite aussi la paroi intestinale, notamment quand on a déjà, par exemple, des soucis de dysbiose comme tu pouvais l'avoir. Donc en passant sur une alimentation végétale, on augmente forcément notre quantité de fibres, et en plus, toi, tu avais une alimentation très très pauvre en glucides et très riche en produits animaux, et du coup forcément t'avais peut-être moins de fibres dans ton alimentation, donc là il y a eu un gros changement. Et ça joue énormément. Après, effectivement, il y a le trempage des légumineuses et aussi l'alimentation végétale. On s'ouvre à plein de choses. Il y a énormément de nouveaux aliments que l'on découvre et c'est ça qui est hyper riche et hyper intéressant avec l'alimentation végétale. Mais aussi, du coup, on a tendance à complexifier nos assiettes. Et donc, on complexifie aussi notre digestion. Forcément. Plus il y a de choses différentes, et c'est les fameux Buddha Bowl qui sont magnifiques, qui sont très très bons, j'adore ça, mais c'est pas forcément toujours recommandé à tout le monde parce que c'est plein de choses différentes justement. Ouais, et surtout aux Occidentaux, dont la variété de la population bactérienne du microbiote est quand même très réduite. Donc oui, t'as tout à fait raison. Et c'est marrant là ce que tu dis, parce que quand j'y pense maintenant, je pense à mes assiettes et à mes bowls du début, mais c'est tout à fait normal. C'est magnifique, hein. Mais c'est ça, magnifique. C'est beau, mais j'avais une quantité d'aliments, une complexité que mon microbiote était incapable de traiter, hein, clairement. Donc voilà. Mais finalement, déjà, je me suis adaptée.
J'ai simplifié aussi ce que je mangeais, même si j'adore toujours avoir une énorme palette de saveurs, de textures dans mes plats. Ça, je pense que ça changera pas parce que j'aime que ce que je mange déjà plaise à mes yeux. J'aime activer tous mes sens quand je mange et ça c'est quelque chose qui est tellement important et qu'on oublie. Je ne comprends pas les personnes qui peuvent manger un, un plat tout fait ou un pauvre sandwich Sodebo en regardant quelque chose et sans même se rendre compte de ce qui leur est passé dans la bouche, sans texture, sans rien, juste du sel, du sucre. Euh, et ça, c'est pareil, hein, patilles, les papilles, ça s'éduque. Quand on voit le nombre de personnes qui effectivement ne sont pas exposées, ne sont exposées qu'à une palette de saveurs, de textures très très limitées, qui du coup sont très limitées et très saturées, du coup, parce que finalement, on se retrouve toujours sur du très sucré, très salé et qui sont incapables d'apprécier des légumes ou des nouvelles saveurs, des nouvelles textures, mais en fait, ça vient au fur et à mesure. Et il y a cette marche en fait à passer que beaucoup ne passent pas parce qu'ils sont convaincus qu'ils aiment pas, puis généralement qu'ils aiment pas quelque chose qui les a traumatisés dans les cantines. Alors que non, bah, nos papilles, nos goûts changent tout au long de notre vie. Et la palette de saveurs, elle est infinie et ce serait dommage de ne pas la découvrir, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, quelle serait ta définition du bien manger? Alors, bah, je crois que j'ai commencé déjà à la donner, mais pour moi, le bien manger, c'est quelque chose qui comble déjà nos besoins, parce que c'est fondamental. Hein. Faut pas oublier à la base pourquoi on mange, pourquoi on a mangé pendant toute notre évolution. Avant d'être quelque chose de social, c'était un moyen de survie et d'évolution, hein, déjà. Donc on a quand même une partie de notre cerveau qui fonctionne toujours comme ça, et puis surtout de notre corps, notre métabolisme. On mange quand même parce que c'est notre carburant. Donc déjà, ça c'est la base et il faut pas l'oublier. Et ça, on a tendance à totalement l'oublier. Après, c'est aussi quelque chose de social et c'est un moment de partage de manger. Et quand on est en conflit avec son assiette, on se déconnecte totalement de ces moments de partage, de ces très très bons moments qu'on partage avec nos proches, durant lesquels on vit des expériences dont on garde de bons souvenirs qui sont associés aussi aux saveurs, à ce qu'on va mettre dans sa bouche. Quand on est dans la restriction, quand on est dans le conflit, on passe à côté de ces moments de vie qui sont extrêmement précieux. J'ai lu il y a pas longtemps dans un bouquin une phrase qui m'a tellement impactée, qui disait « Chaque seconde que tu passes à être malheureuse ne te sera jamais rendue ». Et je trouve que c'est extrêmement fort parce que c'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on passe tellement de temps à être en conflit avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre assiette, qu'on en loupe des moments cruciaux de la vie qui ne nous seront jamais rendus. Et ça, c'est important, il faut s'en rappeler, il faut en prendre conscience avant de s'en rappeler d'ailleurs, parce que souvent, on n'en a pas conscience. Donc, on croit qu'on a un crédit illimité, en fait, mais non, les expériences passent, il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Donc le bien manger, c'est ça, c'est une alimentation qui doit apporter du bonheur. Il y a le bien-être et la santé, physique, mentaux, parce que ce qu'on mange influence directement nos états mentaux, nos émotions. Et puis, le fait aussi que cette alimentation colle à nos valeurs. Et ça, je pense que c'est un petit peu le côté un petit peu plus à la pointe de l'iceberg finalement, mais qui est tellement important, c'est que chaque personne a des valeurs et l'alimentation là-dessus peut jouer un rôle énorme en fait. Moi, je dis ça parce qu'effectivement, sans les valeurs que mon alimentation, la manière de manger porterait, je mangerais certainement pas de la même manière. Mais là, je sais que par mes choix alimentaires, j'impacte un petit peu moins le réchauffement climatique, je participe moins à la souffrance animale, peut-être que je participe un petit peu plus aussi à l'économie de producteurs indépendants, et ça me rapproche du vivant en fait. Et le fait de manger comme ça, alors déjà, c'est génial parce que c'est une soupape de décompression extraordinaire vis-à-vis de nos petits problèmes de rapport alimentaire, parce que tout à coup, on a une image beaucoup plus vaste, beaucoup plus connectée. Et du coup, mais vraiment, ces petits problèmes qu'on scrute à la loupe, ils s'évaporent complètement. C'est beaucoup trop ample, en fait. Et ça change énormément de choses. Donc je pense que beaucoup de personnes, enfin pour beaucoup de personnes, ce serait bénéfique de vraiment faire un travail déjà sur quelles sont mes valeurs
et voir après si justement la partie alimentation qui représente quand même un temps de pensée et d'action assez conséquent dans notre vie, hein, clairement. On pense beaucoup à manger et on passe beaucoup de temps à manger. Donc à un moment donné, réussir à connecter ces deux choses-là, c'est pas mal. Mais quand tu regardes entre penser à ce qu'on va manger, cuisiner, manger, digérer, on passe quand C'est même beaucoup, hein? énormément de temps autour de l'alimentation. Donc effectivement, tu as raison, cette notion de quelles sont mes valeurs et qu'est-ce que... Oui, et puis qu'est-ce que je veux mettre dans mon corps et quel est l'impact sur mon corps et aussi sur le reste. C'est très important, ouais, effectivement. Et moi, j'ajouterais un petit truc qui est peut-être plus basique, mais je pense que c'est... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est arrêter de voir des calories, quoi. Pour moi, il faut arrêter de voir des Oh calories. là Alors, là, je mais bien sais sûr. que oui, après, selon des objectifs particuliers, effectivement, calculer ses besoins par rapport à son métabolisme, etc., pour éviter l'éventuel surpoids, ou en tout cas comprendre d'où peut venir ce surpoids-là, parce que voilà, il y a un excès de calories, ok, mais l'excès de calories, après, il peut venir de plein d'autres choses, notamment émotionnelles, enfin bref. Mais aussi, surtout, de ne pas voir son assiette comme un chiffre, mais plutôt comme une denrée qui va venir nourrir la moindre cellule de notre corps et effectivement aussi nos plaisirs et notre mental, aussi bien pour faire fonctionner le cerveau que pour les hormones du bonheur, etc. etc. Donc, Ouais, mais t'as tout à fait raison. Et alors, il y a deux extrêmes. C'est vrai que maintenant, du coup, et surtout avec l'alimentation intuitive, etc., on a tendance à complètement diaboliser un, une attention qui serait un peu trop portée sur les macronutriments. J'ai élargi ça plutôt que de dire comptage des calories parce que c'est vraiment aussi la répartition macronutritionnelle où c'est devenu presque un gros mot. Et en fait, encore une fois, on a ce côté où on veut tout compartimenter. Si on regarde ces macronutriments, ben on s'en fiche des micronutriments, etc. et d'autres aspects. Non, en fait, il faut réussir à tout regrouper. Et encore une fois, avoir une vision plus vaste de l'alimentation. Alors oui, effectivement, on peut avoir besoin, et moi c'est quelque chose que j'inculque parce que effectivement en coaching j'ai remarqué que c'était quand même un élément à la base, enfin pour moi c'est plus éducatif qu'autre chose en fait, c'est le fait de prendre conscience de ce qu'on met dans son assiette et de ce que ça nous apporte. Et surtout j'ai été confrontée à énormément de personnes qui avaient du poids à perdre, euh, parfois beaucoup, et qui ne mangeaient pas assez. ça, c'est incroyable, hein, d'ailleurs. Ouais, non mais c'est incroyable. Et ça, C'est fou. Et c'est compliqué à comprendre et à faire comprendre. Leur dire mangez plus pour perdre du poids. mais oui. Et ça, le fait de mettre les personnes en situation, en leur faisant faire ce petit exercice de rentrer ce qu'elles mangent et de voir que elles ne mangent que ça et que ça ne leur apporte que ça marque beaucoup plus que juste un discours et basta, où là ça reste très très flou. Mais c'est un élément de la construction d'un bon équilibre alimentaire. Il n'est pas indispensable et puis surtout il est parmi beaucoup d'autres. Et comme tu viens de le dire, la capacité d'un nutriment à nourrir non pas juste nos réserves d'énergie, mais notre renouvellement cellulaire, notre fonctionnement hormonal, nos sécrétions de neurotransmetteurs, enfin tout en fait. Et ça, il faut vraiment arrêter de se dire que... Alors effectivement, il ne faut pas réduire les calories juste à un nombre, ça c'est clair, mais il faut aussi élargir en fait la valeur de notre alimentation. Ça c'est vraiment très très important. Et la valeur aussi humaine, sociale, etc. Hein, pas que en termes de bien-être et de santé personnelle. J'ai une dernière question qui m'est venue en t'écoutant sur l'alimentation. Je reviens un petit peu en arrière. Quand tu parlais du fait que tu étais en restriction alimentaire par rapport à ta compétition, que tu avais coupé tous les glucides. Donc tout de suite, moi j'ai pensé au régime cétogène. Donc c'est pas ce que tu as fait puisque toi t'étais pas sur les graisses. Mais du coup, je voulais avoir ton avis, si tu en avais un, sur le régime cétogène justement. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, le régime cétogène, c'est très à la mode parce qu'à la base, en fait, à la base, c'est utilisé en thérapie, il me semble, chez les épileptiques, si je Ouais, ne dis pas de tout bêtises. à fait. Et qui apportait aussi quelques résultats prometteurs, il me semble, pour les maladies
d'Alzheimer, je crois. Exactement. Et donc évidemment, c'est devenu un truc à la mode pour le reste de la population parce que nouveau régime, voilà, ça fait des miracles. On prend des données scientifiques, on les extrapole, on en fait ce qu'on veut parce qu'on peut tirer n'importe quel résultat de n'importe quelle étude. Et ça, faut faire attention avec ça. Et attends, il faut que j'ouvre à Doudi. J'arrive. Oui, mademoiselle, allez, vas-y. Oh, je suis désolée. Mais justement, c'est quelque chose que je voulais dire, que je voulais ajouter quand on parlait du mouvement. Quand tu mentionnais tes conseils, moi je voulais en rajouter un quatrième, c'était d'avoir un chien pour se lever et pour aller le sortir. Ça, c'est un outil magnifique. Mais oui. Et même quand on a un jardin, ça n'exclut pas d'aller marcher en extérieur parce qu'en plus, un chien a besoin d'être stimulé. Donc, c'est pas parce qu'il a un jardin qu'il est stimulé. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un grand jardin, mais je sors Doudi. Mais oui, bien sûr. Puis alors là, ce qui est génial, c'est que ça impose la régularité. Hein. Ah oui, bien sûr. Sinon, c'est pipi dans le salon. Voilà, exactement. Donc j'avoue, mais bon, faut prendre un chien parce qu'on est aussi capable de s'engager pendant au moins 15 ans. Hein, ça, c'est important. Mais ouais, t'as tout à fait raison. Donc oui, pour en revenir à ce fameux régime cétogène qui a, comme pour tous les régimes, et qui plus est extrême, de fervents adeptes, parce que de toute façon c'est toujours comme ça. Et puis je pense que plus la méthode est extrême, plus les personnes sont ferventes. Et ça fait un peu peur des fois, parce que les réactions peuvent être très très agressives. Donc oui, le régime cétogène, c'est pas du tout un régime qui est adapté à nos besoins, nous, d'êtres humains. À partir du moment où on n'a pas ces problèmes de santé particuliers pour lesquels l'alimentation cétogène encadrée par le corps médical peut être un élément qui puisse aider, pourquoi on se mettrait à manger de la même manière en fait? Enfin, je sais pas, on mange pas le régime hôpital parce que quand on est chez soi, enfin moi ça me viendrait pas à l'esprit en plus. Donc ça c'est voilà, c'est très marketing et parce que il y a un truc qui est absolument magique, c'est que quand on enlève les glucides, on perd de l'eau. Du coup, on a cette impression de perte de poids instantanée qui est très limitée, très éphémère, mais qui est rapide. Et du coup, on se dit waouh! Et du coup, ça, en plus, ça met des espèces d'œillères où même si après ça marche pas super bien, comme il y a eu ce bon résultat au début, on reste fixé dessus et on est convaincu dans son erreur. Et ça, c'est terrible. Parce qu'à côté de ça, on a quand même une sécrétion d'insuline qui est pas là pour rien. Et le truc, c'est que on ne peut pas optimiser notre tolérance aux glucides si on n'en apporte pas au corps. En fait, ça ne peut pas marcher. En fait, c'est vraiment contourner le problème. Et du coup, on se retrouve avec des personnes pour qui deviennent en fait de moins en moins sensibles à cette insuline parce que justement, elles n'ont pas apporté de glucides et qu'elles n'ont pas équilibré ce processus qui est on ne peut plus naturel. Par contre, le seul avantage, en fait, le seul intérêt du régime cétogène qui est le même que n'importe quel autre régime, c'est qu'en général, il pousse les gens à enlever une grosse partie d'aliments ultra transformés, raffinés, qui faisaient partie en grande partie, là justement, moi je vais poster quelque chose sur l'étude 1K3 sur les comportements alimentaires et de consommation des Français. Et oui, c'est clair, les Français mangent beaucoup trop de produits transformés. Donc quand on se lance dans un régime comme celui-là, on les enlève ces produits transformés. Donc il y a plein de choses intéressantes qui peuvent se passer au niveau de la santé. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça, on crée une véritable carence en glucides qui sont essentiels. Notre cerveau est glucodépendant, notre thyroïde a besoin de glucides et en fait notre corps dans son intégralité a besoin de glucides et des fibres et des prébiotiques dont notre microbiote a besoin. Enfin tout ça du coup ça va où en fait? Donc non, le régime cétogène ça n'est pas une solution du tout hors cadre thérapeutique encadré par le corps médical. De toute façon, j'ai envie de dire, toute éviction alimentaire, quand elle n'est pas justifiée par un état particulier, n'est pas recommandée, en tout cas de mon point de vue. Et par exemple, je prends le cas aussi très commun du gluten
où on évite toute source de gluten et on dit qu'il faut absolument ne pas manger de gluten. Alors oui, le gluten en excès, c'est pas bon, ça fait une glycole, etc., etc., on est d'accord. À la base, le problème, c'est pas qu'on ne digère pas le gluten, c'est qu'il n'est pas bon pour nous. C'est juste qu'aujourd'hui, le blé actuel est juste 15 fois plus, voire même plus, chargé en gluten parce que l'homme l'a modifié pour mieux le travailler, enfin mieux travailler le blé. Donc le premier problème, il vient de là en fait. Et effectivement, comme tu dis, à s'interdire des sortes d'aliments, déjà on s'interdit aussi leurs bienfaits, parce que chaque aliment a quand même une part de bien dans sa constitution. Et en plus, on oblige notre corps justement, ou on empêche notre corps à s'y adapter. Donc c'est surtout avec des personnes qui à la base ne sont pas intolérantes au gluten, où on leur a enlevé le gluten, qu'elles deviennent intolérantes, parce que justement il n'y Exactement. a plus de gluten là. Donc voilà, encore une fois, c'est la même chose. Il y a des personnes pour le coup qui sont complètement intolérantes, pour lesquelles il faut enlever le gluten, et encore l'enlever peut-être pour une certaine période, le temps que l'intestin se répare. De là à l'enlever toute la vie, moi je ne suis pas forcément toujours pour. Enfin après c'est encore ça encore un point de vue. Mais c'est surtout, ouais, c'est ça, c'est les extrêmes quand ils ne sont pas justifiés en fait. Et après, il y a cette notion, effectivement, de mode, d'effet de mode, comparaison. On se compare, on veut faire comme, alors qu'on devrait peut-être s'inspirer, se documenter, se renseigner et éventuellement tester. Enfin voilà, je pense qu'aussi il y a le test and learn qui est intéressant, apprendre aussi, apprendre à écouter les signaux de son corps, apprendre à observer ce qui se passe dans son corps pour voir si telle ou telle pratique, tel ou tel aliment nous convient ou ne nous convient pas. Et c'est là où les réseaux sociaux sont forts parce qu'on a beaucoup d'inspiration possible, notamment comme tu peux le faire, mais la manière dont tu manges par exemple toi ou d'autres personnes ne vont pas forcément correspondre à tout le monde. Et il faut que les personnes qui regardent ça aient cet état de conscience et d'être prise de recul en se disant ok, ça m'inspire, ça me donne envie, je vais peut-être tester, et ensuite est-ce que ça me convient vraiment? Ouais. Et je rajouterais même, parce que là, ça m'y fait tellement penser, parce qu'en ce moment, c'est très à la mode, les FODMAP. Oh là là! Oui. Ah, ça, c'est le nouveau gros mot. C'est diabolisé. Ah, mais voilà, c'est le nouveau, c'est le nouveau glucide, n'est-ce pas? Avant, c'était les glucides. Et en plus, Non. il y en a partout en plus. Alors, Mais oui, quand il on y en a commence à les partout. enlever, et ben là, effectivement, potentiellement, peut-être troubles du comportement alimentaire pouvant arriver. Après, ça peut être intéressant de les enlever pour certaines personnes, Pour mais certaines personnes, encore une fois. juste mesure, juste durée, et pas pour tout le monde, quoi. Mais c'est ça, en fait, moi, ce qui me... Ça me rend pas dingue, mais si des fois ça me hérisse un peu quand je vois les réactions des gens qui sont extrêmement convaincus, c'est que les réseaux sociaux ont encouragé cette lecture rapide de gros titres ou de textes en quelques caractères qui donnent aux gens l'impression que tout de suite ils ont une connaissance qu'ils n'ont pas. Et cette connaissance se transforme en conviction. Et le problème, c'est que ça se fait au détriment du bon sens. Si on regarde quelques générations précédentes, est-ce que clairement, là, les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pensez que vos grands-parents se souciaient des antinutriments des lentilles? Est-ce que vos grands-parents se souciaient des FODMAP? Par contre, il y a un truc qui est clair, c'est qu'ils avaient beaucoup moins de maladies chroniques et ils avaient certainement un microbiote un petit peu plus diversifié que le nôtre. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui relèvent du bon sens, qui doivent être remises à leur place, comme le fait de aussi consommer des aliments de saison. C'est aussi simple que ça, mais on n'y pense plus. Le fait de s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, plutôt que de manger parce qu'on a décidé que c'était tant de calories et qu'il fallait absolument qu'on les mange. Beaucoup de choses en fait auxquelles il faudrait réussir à se reconnecter. Parfois ça demande un accompagnement, notamment le fait d'être capable de s'arrêter quand on n'a plus faim. Des fois on a besoin d'être accompagné pour se reconnecter à ça, parce qu'on l'a complètement perdu. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que se jeter à corps perdu dans toute nouvelle théorie, tout nouveau régime à la mode, ce sont tout un tas de choses qui éloignent totalement en fait du bon sens et qui nous déconnectent en fait de, encore une fois, ce pouvoir et cette capacité qu'on a à se prendre en charge nous-mêmes, à ressentir et à prendre des décisions qui sont pas basées sur quelque chose qu'on a lu, mais sur quelque chose que l'on ressent. Et ça, attention, c'est un gros travail, hein, parce qu'on est bien déconnecté quand même. Hein. On est déconnecté de nos ressentis, on est déconnecté de nos signaux.
Normalement, on devrait être censé être capable de ressentir, de repérer un dysfonctionnement. Euh, et en fait, on en est totalement incapable dans beaucoup de cas. On est déconnecté de cette faculté d'auto-analyse, en fait, ouais, de nos signaux de santé, de bien-être et de nos émotions. Donc, à un moment donné, il y a un travail de reconnexion. Ça se fait pas par un programme en 4 semaines, ça se fait pas par un plan alimentaire, ça se fait pas par telle ou telle méthode. En fait, ça se fait, je pense, au long cours. C'est un travail d'une vie, en fait. Et c'est important de le faire. En fait, c'est pas du gaspillage de temps, c'est une construction. On se l'offre, en fait. C'est important. Effectivement, et comme tu le dis, et ce qui est, je pense aussi un grand frein aujourd'hui et mal compris ou mal accepté par les personnes, cette notion de rapidité. On cherche à avoir des informations rapidement, on cherche à atteindre un objectif rapidement, à perdre du poids rapidement. C'est pour ça que tous ces modes d'alimentation fonctionnent très bien, pour ne pas dire régime, parce qu'on va très vite à un objectif qui n'est pas forcément d'ailleurs un objectif santé, mais bon, c'est un objectif. Et effectivement, le fait de travailler sur des sujets plus de fond, d'avoir une approche holistique, alors là forcément je prône pour ma paroisse avec la naturopathie, mais il n'y a pas que ça, mais forcément d'aller plus sur des notions de bien-être, de mieux-être, de prise de conscience, de santé naturelle, oui, je vais pas mentir, ça prend du temps. Les résultats ne sont pas immédiats. Ça demande de la persévérance, ça demande du temps tout simplement. Aujourd'hui, c'est tellement plus simple d'aller prendre un Doliprane quand on a mal au crâne. C'est sûr. Par contre, de comprendre pourquoi on a mal au crâne tous les jours et d'essayer de prendre une solution naturelle qui est peut-être moins rapide à être efficace, mais qui l'est quand même, bah forcément, on n'a pas le temps pour ça. Alors c'est vrai que le temps est une denrée rare et qu'il faut aller vite, enfin, mais ça ne veut pas dire aller vite, c'est ça que je veux dire. C'est la Mais différence. ouais, et d'ailleurs, moi je pense qu'il y a à un moment donné, juste avoir cette petite réflexion-là de regarder le temps de cerveau qui est bouffé par des préoccupations sur ah j'arrive pas à perdre de poids, ah comment il faudrait que je mange pour maigrir, ou comment il faudrait que je mange pour ceci cela. D'ailleurs on dit maigrir souvent parce que malheureusement c'est ce qui est le plus récurrent, mais ça peut aller dans le sens inverse. Ah j'ai mal à la tête, ah là 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 là, toute cette foule où je me sens pas bien, etc. Cette foule d'émotions, de pensées qui accapare mais un temps de cerveau incroyable. Je ne pense pas que les remplacer par un travail de réflexion, d'auto-analyse, de construction, finalement prennent plus de temps de cerveau que celui qui est actuellement occupé par des préoccupations, des inconforts, des émotions que l'on pourrait régler par ce travail en fait de développement personnel. C'est du développement personnel, mais souvent on se dit ah mais j'ai pas le temps, mais on réalise pas en fait le temps qui nous est littéralement bouffé par toutes ces pensées qui elles, en fait, occupent juste du temps de cerveau et de l'énergie, hein, clairement, hein, et c'est tout. Donc finalement, on peut aussi prendre les choses comme ça et se dire, c'est pas du temps en plus d'attention, d'apprentissage, c'est un remplacement, en fait, d'un temps de cerveau qui, pour le moment, est pas très bien utilisé et un peu pollué, quoi. Et puis moi ce que j'aime bien rajouter aussi quand j'accompagne des personnes, c'est quand elles viennent avec déjà un trouble ou une maladie, c'est je leur dis que la maladie elle s'est pas installée du jour au lendemain. La maladie elle s'est installée au fur et à mesure pendant plusieurs années. Et donc elle ne pourra pas repartir du jour au lendemain non plus. Il va falloir du temps pour qu'elle reparte. Alors bien sûr, mieux vaut aussi adopter des gestes du quotidien qui évitent que le mal ne s'installe, puisque c'est lié à notre terrain. Mais une fois qu'il est là, il ne va pas partir comme ça du jour au lendemain. Il faudra toujours un petit peu de temps. Ouais, ouais. Écoute, je te propose de refermer le chapitre de l'alimentation pour en ouvrir un dernier. Waouh! À savoir, alors tu t'es mise, tu as découvert et tu es de plus en plus impliquée dans la pratique du yoga. Tu as aussi entamé des études en naturopathie. Alors moi ma question c'est pourquoi vouloir ajouter alors ces deux magnifiques autres cordes à ton arc, mais pourquoi? Parce que ça me parle en fait, tout simplement. Je pense que clairement la naturopathie, ça va être le liant en fait entre toutes
les idées que j'ai et ce que j'estime être des piliers du bien-être et de la santé, je pense qu'à l'heure actuelle, la naturopathie est ce qui les rassemble le plus. Clairement, puisque ça fait partie des piliers en fait. Et puis comme tu l'as dit, moi il y a quelque chose je parle avec mon cœur parce que de toute façon je ne fais que des choses qui me parlent. C'est que la naturopathie redonne ce pouvoir en fait de prévention et d'auto-guérison. Et ça, j'ai un peu mâché mon mot, d'auto-guérison. Et ça, c'est tellement important, surtout dans notre société où, encore une fois, on est complètement déconnecté de ce pouvoir que l'on a là et même de cette responsabilité que l'on a vis-à-vis de notre santé. Donc c'est pour ça que je voulais suivre des études en naturopathie. Et, et puis aussi pour découvrir beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas qui pouvaient venir compléter, moi, déjà les approches que j'avais. Donc pour moi, c'était très important. Après, ça va pas s'arrêter là, sachant que je fais une formation en ligne. Alors c'est une formation certifiante, c'est pas une formation courte, hein, c'est une formation qui est longue. Moi, elle m'aura pris 2 ans, du coup, je pense, à la date à laquelle je la terminerai. Et je me rends compte qu'après ces 2 ans, j'ai encore énormément de choses à apprendre. Et ça, d'ailleurs, je compte bien faire une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est très très important vis-à-vis notamment de tous ces organismes de formation en ligne. C'est que enfin, clairement, moi, si j'avais eu aucun bagage, parce que j'avais quand même déjà beaucoup de bagages avant qui m'ont permis d'aller vite sur ma formation, mais si j'avais pas eu ces bagages avant et si je ne prévoyais pas de me former après, je ne me serais jamais sentie légitime à m'installer et à accueillir des personnes et à les conseiller en fait sur leur santé, juste avec la formation que je fais. Donc et ça je veux vraiment faire un gros point là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de naturopathes qui ont les poils qui se hérissent avec cette grosse vague de formation en ligne qui arrive, qui en plus n'ont pas du tout toutes les mêmes contenus et ça je le comprends très bien et moi la première je le dis, ma formation ne sera pas suffisante. Donc il va falloir que je continue à me former. Et je pense que de toute façon, pour toute personne qui veut conseiller sur la santé et le bien-être des gens, il faut constamment se former, constamment continuer à étudier, c'est très très important. Donc voilà, mais vraiment la naturopathie c'est quelque chose qui me parle. J'adhère pas à tout, je vais pas tout appliquer, je vais pas tout utiliser dans moi les conseils que je vais donner. Je vais continuer à creuser. Il y a pas mal. Alors moi il y a le problème c'est que je suis très limitée en temps. Il faudrait que j'ai un super cerveau, que j'arrive à le cloner pour apprendre tout ce que je vais apprendre parce que je voudrais aussi beaucoup travailler sur l'aspect psy. Je sais qu'il y a des DU qui sont intéressants. Donc il y en a un qui me fait de l'œil justement en comportement alimentaire. Mais en même temps, je voudrais travailler un petit peu plus sur le microbiote, donc la gastroentérologie, la nutrition adaptée. Donc bon, ça va jalonner la suite de ma vie. Mais à côté de ça, il y a le yoga. Et oui, le yoga, c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors c'est pareil, j'avais un vécu qui m'avait un peu braqué contre le yoga. Voilà, c'est encore une fois lié à mon passé familial. Il a encore une fois fallu du temps avant que j'arrive à me défaire de cette image que j'avais du yoga pour pouvoir m'y mettre personnellement. Je suis tombée complètement par hasard sur un podcast d'un yogi dont j'ai là tout de suite complètement oublié le nom. En tout cas, il était chez Brian Rose, de London Real Podcast, et Dylan Werner, voilà, que je suivais juste parce que le mec est canon, qu'il est plein de tatouages et qu'il fait des asanas de malade. Donc voilà, je le suivais déjà pour ça et je suis tombée complètement par hasard sur son podcast dans lequel il a relaté en fait sa vie, son approche du yoga. Et ça m'a parlé à un moment donné, je pense que j'en avais extrêmement besoin. J'avais besoin de me reconnecter en fait. Je m'étais trop engouffrée dans ma vie entrepreneuriale et j'avais cramé tout le reste complètement. Et du coup, ça m'a connectée avec ça et je pense que ça me manquait énormément. Après le yoga, moi j'ai encore un énorme problème avec cette
encore une fois, cette classification, notamment des différents types de yoga. Le yoga, à la base, c'est pas une classification entre Hatha, Ashtanga, Nidra, Yin, etc. C'est bien, c'est des approches différentes, elles ont tout un intérêt. Mais en fait, l'étude du yoga, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et justement, j'avais ce problème où, en plus, je me disais, soit c'était un truc totalement hippie, où clairement on mange des fleurs et on vit dans un arc-en-ciel, ou alors c'était le truc en Lululemon où tu fais ton cours de yoga. Donc ça me parlait pas. Et en même temps, de ce podcast-là, je me suis dit, il y a quelque chose dans le yoga dont j'ai besoin. Au plus profond de moi, je le sens. Et rien que d'entamer ce processus de réflexion, ça me fait un bien incroyable. Donc j'ai commencé à farfouiller, à écouter d'autres yogis, notamment Sadhguru. Moi donc, j'adore la philosophie parce qu'en plus il est super drôle ce mec quoi. Il a fait le tour de l'Inde à moto, moi je trouve super cool. Et puis finalement j'en suis venue, j'ai le bouquin là à Iyengar, évidemment, que j'ai lu, que je relis d'ailleurs une deuxième fois, que j'ai fait découvrir à ma maman qui était, mais elle, complètement déconnectée, mais de tout en fait. Alors pour le coup, de ses émotions finalement, enfin je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions desquelles elle était déconnectée, et puis de son corps. Et je me souviens très bien, bon je suis désolée ça va être un peu long, mais c'est juste une petite histoire très bien du moment où elle est venue me récupérer de l'aéroport. On a 1 heure de route en fait pour arriver dans le village dans lequel ils habitent. Et j'avais commencé à lire justement La Voie de la paix intérieure d'Iyengar. Et j'étais tombée sur un passage qui m'avait énormément parlé. Alors, il n'est pas facile à lire, ce livre. Et le problème, c'est qu'en plus, cette adaptation occidentale a quelques petits travers. Voilà. C'est-à-dire que... bon, je ne vais pas trop rentrer dedans. Je pourrais en parler peut-être s'il y a des personnes que ça intéresse dans une vidéo qui sera dédiée, parce que sinon, ce sera beaucoup très long. Mais c'est vrai que c'est pas facile à lire. Il faut prendre du recul dessus. Aussi, l'interpréter à sa façon. Parce qu'il a quand même beaucoup voulu occidentaliser les choses. Mais toujours est-il qu'il y avait un passage qui m'avait beaucoup parlé, que j'ai lu à ma mère en plein trajet en voiture. Je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, oh là 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 là, j'ai découvert ce bouquin, je vais te lire ça, tu me dis ce que t'en penses. Ça lui a parlé, je lui ai passé pendant mon séjour, elle a commencé à le lire, elle se l'est commandé, elle l'a lu, elle s'est mise au yoga. Comme ça, toute seule, avec son petit tapis. Elle faisait pas de sport, elle avait mal aux articulations, elle avait pas une bonne posture, elle était super inflammée. Elle s'est mise au yoga, c'est-à-dire qu'elle a lu La Voie de la paix intérieure, elle a commandé la Bible du yoga, et toute seule, comme une grande, elle avait un peu moins de 60 ans, elle s'est mise au yoga, ma petite maman. Elle en fait tous les jours maintenant. Elle en fait tous les jours, elle relit, d'ailleurs elle relit pour le coup La Voie de la paix intérieure, parce que c'est vrai que ça résume, ça rassemble vraiment les fondements du yoga, donc je trouve que c'est un bon bouquin référence mine de rien, même si on a plein d'autres. Hein. Elle a lu les sutras d'ailleurs de Patanjali, et puis elle fait ses petits devoirs, quoi, parce que c'est fou, c'est un bouquin, les images elles datent de l'an 1000 hein, quand même. À la fin t'as tout un tas d'enchaînements d'asanas en fonction de la manière dont tu te sens et tout. Et ma petite maman, elle a noté, elle est allée étudier les postures, et puis après elle me posait des questions sur ce qu'elle ressentait. Enfin, je trouve ça absolument incroyable. Et ça, vraiment, toutes les personnes qui osent pas se lancer, mais que ce soit dans le yoga ou quoi que ce soit d'autre, je suis désolée, mais si ma mamounette l'a fait, vous pouvez le faire, mais vraiment. Et je peux vous dire que ça lui a changé la vie. Donc c'est génial. C'est fou cette histoire que tu me racontes avec ta maman, parce que moi j'ai pas vécu la même chose avec ma maman, mais il y a eu une connexion qui s'est faite. Alors moi je suis partie 1 an en Australie en 2015 et j'ai découvert, je connaissais déjà le yoga mais j'en faisais pas parce que j'avais plein d'a priori, parce que c'était trop gnangnan pour moi, parce que moi j'avais besoin d'un truc qui bouge, fallait que je transpire et tout ça. En 2015, parce que voilà, c'est une année magique, il s'est passé beaucoup de choses en moi, je m'y suis mise toute seule, pareil, toute seule, autodidacte. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en parallèle, ma mère, à plusieurs milliers de kilomètres, s'est mise au yoga, sans même savoir que j'en faisais. Je suis revenue en 2016, j'ai découvert qu'elle en faisait, elle a découvert que j'en faisais. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, elle l'a fait parce qu'elle a subi un profond burn-out, et ça a été pour elle un des outils pour s'en sortir, cette reconnexion, ce travail avec le corps, etc. Et moi, je pense que c'est pour d'autres raisons, mais c'est incroyable cette connexion qu'il y a eu là, et de voir le yoga aussi comme un outil
supplémentaire en fait, et c'est comme ça aussi que je l'aborde moi dans mon approche, et c'est pour ça que je me suis formée après plusieurs années de pratique toute seule, puis après j'ai fait des cours, etc. J'ai décidé de me former pour venir compléter en fait mon approche en naturopathie et venir aussi accompagner des personnes aussi bien sur leur bien-être mental que physique, parce qu'une personne qui vient avec des troubles digestifs par exemple, c'est bien de revoir l'alimentation, de faire des cures, etc., etc. Mais il y a aussi le yoga derrière, des postures qui peuvent être extrêmement bénéfiques en fonction de certains mots. Et je trouve ça aussi formidable aussi de pouvoir interconnecter plein de choses comme ça entre elles, et qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas qu'un protocole. Il y a plein de choses qui peuvent se connecter et aboutir à un résultat magique en fait. Mais en plus, alors pour le coup, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que la naturopathie et le yoga sont extrêmement compatibles, pour le coup. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'étais allée voir un naturopathe. Alors, moi, j'ai découvert la naturopathie très tôt dans ma vie, justement grâce à ma maman. Moi, je trouve ça génial parce qu'elle a toujours gardé cette ouverture d'esprit, euh, absolument toujours. Et donc, peut-être quand j'avais 21 ans, j'ai découvert la naturopathie. J'ai consulté une naturopathe, je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs, à l'époque, mais j'ai découvert la naturopathie il y a 15 ans, quoi. Voilà. Et bon, ensuite, j'y ai pas vu un plus grand intérêt que ça sur le moment. Et puis finalement, j'ai reconsulté un naturopathe il y a quelques années. Je me souviens parce que j'étais très stressée, justement. Et puis, bah, c'était aussi au début de mon passage à l'alimentation végétale. Et je me souviens que le mec il m'avait fait une super séance d'1 heure et demie où on en était ressorti avec le fait que le yoga me ferait du bien. Et c'est vrai qu'il avait tellement raison. Mais j'ai mis des années à le comprendre. Et sur le coup, je suis ressortie, je suis là, bah, pas faire de cours de yoga. Mais comme quoi, hein, ça plante des petites graines des fois qui germent pas tout de suite, mais tôt ou tard. Et puis surtout après, avec un travail adéquat évidemment. Mais c'est vrai que oui, le yoga, la naturopathie, c'est très compatible. C'est totalement compatible. Mais d'ailleurs, le yoga, moi, je voudrais rajouter ça parce que en ce moment, c'est totalement le cas. C'est-à-dire que je ne pratique plus le yoga sur mon tapis de yoga. Parce que j'ai pas le temps. J'ai tellement, le problème, c'est que j'ai tellement envie d'explorer que pour l'instant, je peux pas le faire parce que je n'ai pas, les journées sont trop courtes en fait. Et je n'ai pas le temps de m'y plonger. Donc pour l'instant, une petite pause sur ma pratique des asanas pure, donc ma pratique physique pure, ou des pranayamas, tout ce qui se fait sur le tapis. Bref, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais par contre, je me rends compte que même si pour le moment, je ne peux pas étudier et pratiquer cet aspect-là parce que j'ai pas le temps du tout, du yoga, j'en fais au quotidien, en fait, du moment où je me réveille jusqu'à mon coucher. Et puis finalement, c'est même comme ça que j'ai commencé à pratiquer le yoga. Et ma pratique de yoga est beaucoup plus en dehors du tapis. Et je pense que, en fait, n'importe quel yogi, en tout cas qui saisit le sens du yoga, sa pratique, elle est, euh, elle est, elle est certainement pas que sur son tapis. C'est c'est une manière de vivre en fait. Hein. Alors bon, et c'est pas du tout un truc hippie. C'est important à dire parce que des fois on voit des profs de yoga. Moi j'avais ce côté-là où je voyais profs de yoga trapèze, etc. Et alors surtout dans les clubs parisiens où c'est hyper exacerbé, c'est des personnages les gars quoi. Et je me disais mais ouais mais moi le yoga, je sais pas, je suis pas comme ça moi quoi. Mais non, le yoga c'est une réflexion très très profonde, une prise de conscience de soi, de beaucoup de choses. Et ça se fait beaucoup en dehors du tapis, pas que sur le tapis. Et la pratique sur le tapis prendra tout son sens dès lors qu'on a saisi, en fait, qu'on a pris conscience de beaucoup de choses qui dépassent de loin la simple biomécanique. Là, c'est une philosophie de vie, quoi, tout simplement. Ouais. Et c'est pas une religion. Voilà. Non, ouais, tout à fait. Concernant la naturopathie, comment envisages-tu de pratiquer cette activité-là dans ton activité actuelle? Est-ce que tu te projettes déjà sur une manière de mettre en application? Est-ce que c'est pour toi que tu le fais uniquement? Ce qui est déjà énorme, hein, parce que moi j'ai aussi fait pour moi d'abord en tant que
égoïste ou non, c'est pas de l'égoïsme, mais bon, la curiosité, etc. Mais après, est-ce que tu t'es projeté sur la manière dont tu veux exercer peut-être Oui, totalement. En fait, comme pour toi, hein, la naturopathie, c'est déjà un outil pour moi, ça c'est clair. Comme je te disais, c'est ce qui me permet en plus de tout lier, hein. Enfin, cette fameuse approche holistique, en fait, de ne plus fragmenter les choses comme on le fait. Et, hum, et puis en fait, moi j'ai vraiment cette volonté qui était très limitée pour le moment parce que justement j'étais trop compartimentée à la fois dans le fitness, dans la nutrition, un peu plus dans le bien-être parfois, mais voilà, il manquait tout ce lien. Et moi j'ai vraiment envie d'éduquer à grande échelle. Euh, et encore une fois, d'apporter des solutions qui permettent à tout un chacun de reprendre le pouvoir en fait sur son bien-être et sur sa santé. Moi, c'est vraiment mon moteur et c'est ce que je veux partager. Donc la naturopathie va me servir en fait à ce niveau-là énormément, c'est-à-dire que les choses que j'apprends en naturopathie, je vais les intégrer euh, tout en les expérimentant évidemment sur moi-même, en les validant, je vais les intégrer dans cette approche très très globale qui inclut le mouvement, qui inclut euh, la nutrition, le bien manger, le rapport à l'alimentation, le développement personnel, elle va faire partie intégrante et je pense que c'est même la naturopathie qui va lier, qui va apporter du liant à cette approche en fait. Donc elle va vraiment jouer un rôle majeur dans mes projets de l'année prochaine. Je veux éduquer à la fois des particuliers chez eux, mais aussi des personnes en entreprise, parce que c'est incroyable. Enfin, moi, mon chéri habitait au pied de la Défense, et de voir toutes ces personnes qui vivent comme des robots, qui sont vissés à leur siège de bureau dans leur tour toute la journée. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire pour aider toutes ces personnes qui sont dans cette espèce de j'aime pas dire ce mot-là, mais de matrice en fait, pour aider ces personnes à se reconnecter aussi à elles-mêmes. Et je pense que vraiment cette image de flot de personnes à la Défense, mais qui est duplicable partout dans nos pays occidentaux, hein, ça, c'est pas juste la Défense, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment parlé. Et je veux aussi, du coup, pouvoir éduquer les personnes en entreprise, c'est très, très important pour moi. Donc voilà, la naturopathie, je ne serais pas praticienne en naturopathie, en fait. T'auras pas un cabinet où tu seras pas en train Non. d'accueillir des personnes particulières. Okay. Par contre, la naturopathie sera un élément essentiel de l'intégralité de ce que je vais proposer dans mon approche globale. On arrive quasiment à la fin, parce que faut quand même que je te libère avec tes journées qui sont bien remplies. Mais justement, malgré ces journées bien remplies, est-ce que tu as des petits rituels ou une routine un peu bien-être actuelle, avec en plus l'hiver qui approche? Ah oui, alors non, en fait. Non, moi j'ai un gros Ah problème. oui, non. Oui. Non, en fait, j'ai pas de rituel à proprement parler. Je sais que ça réconforte beaucoup les personnes, que beaucoup ont besoin de ces lignes directrices. Mais moi, je me rends compte que pas du tout. À partir du moment où les choses deviennent trop régulières, en fait, j'ai besoin de changer. Mais ça vaut pour ma vie. En général, je suis comme ça, je suis en mouvement constant. Parfois, ça part dans tous les sens pour le coup. Mais voilà, j'ai ce besoin de changement, de mouvement. Donc, j'arrive pas à tenir sur le long terme des routines, des rituels de mise en route le matin ou quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais par contre, je me rends compte que en fait, chaque journée est un rituel parce que j'ai cette conscience permanente déjà. Et ça, je pense que c'est un élément qui a énormément changé mon état d'esprit, mais je ressens beaucoup de gratitude. Et je sais que maintenant, mes premières pensées le matin sont pleines de gratitude mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ma petite doudie à côté de moi. Et du coup, le fait d'être sous ma couette et de me rendre compte que j'ai un toit sur la tête. Et ça peut être aussi le fait de me sentir connectée au vivant. Je sais qu'hier soir, en m'endormant, en plus, alors pour le coup, je suis en train de lire L'intelligence émotionnelle, qui est super intéressant comme bouquin. Ça, c'est pareil. Alors, tout ce qui est neurosciences, en plus, c'est des choses qui me passionnent. Donc, je sais que je me suis endormie en pensant à cette connexion au vivant, en fait. Je me suis endormie en me disant que au moment même où je m'endormais, il y avait
plein d'autres personnes qui étaient en train de s'endormir, qui étaient en train de vivre, qui étaient aussi en train de vivre des choses dures. Enfin, il y a cette espèce de sentiment de connexion en fait global qui régit ma vie et je pense du coup qui me libère de beaucoup de pensées très individualistes que j'avais avant qui me bouffaient littéralement la tête et du coup ça enlève une charge mentale énorme. Voilà, donc je rebondis là-dessus parce que du coup ça m'a beaucoup aidé finalement à gérer mon quotidien super chargé parce que ça me permet de libérer ma tête, mais incroyablement de tout un tas de schémas de pensée qui étaient hyper illimitants et qui prenaient beaucoup d'énergie en fait. Donc voilà, j'ai pas de rituel, mais c'est clair que chaque matin quand je me réveille, et puis alors pour le coup, hein, c'est des schémas neuronaux qui se construisent, c'est-à-dire que plus on le fait et plus ça se fait tout seul après. Donc c'est génial, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'ouvrir les yeux en me disant il faut que j'ai de la gratitude pour ça, se fait tout seul. Mais il y a encore quelques mois, je me levais, j'ouvrais les yeux, j'étais stressée. Donc ça a vraiment changé. Et le fait de justement travailler cette prise de conscience, cette gratitude, ce sentiment de connexion au vivant, eh ben, ça m'a libérée d'un stress et parfois même d'une boule au ventre que j'avais en me levant le matin. Après, je dirais que mon rituel, c'est de ne rien m'imposer. C'est-à-dire que je travaille énormément parce que j'ai beaucoup de projets, j'ai une entreprise à développer et puis j'ai un peu mes œufs dans plein de paniers différents, du coup beaucoup de tâches différentes à accomplir au quotidien, donc c'est très chargé. Et, et ça, je le fais parce que je suis passionnée. Voilà. Mais en dehors de ça, je ne m'impose rien. C'est Doudi qui est en train d'aboyer dehors parce que c'est un très bon chien de garde. C'est-à-dire que le reste, je le fais parce que ça me fait du bien. Alors, du coup, on pourrait se dire, bah ouais, mais moi, ça me fait du bien d'être sur mon canapé et de rien faire dès que j'en ai l'occasion. Mais moi, justement, par ce travail, encore une fois, de prise de conscience, de prise de sens, bah, ça me fait du bien de sortir, même s'il ne fait pas beau, et d'aller faire une marche avec Doudi. Donc ça, c'est devenu un rituel, par exemple. Ça me fait du bien le matin de bouger. Alors qu'au début, je me disais, il faut que je bouge parce qu'il faut que je fasse mon yoga. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit ralentissement à ma pratique du yoga parce que je ne l'avais pas placé correctement, en fait, dans ma tête et dans mon quotidien. Et puis finalement, le fait, du coup, de faire les choses parce qu'elles me font du bien, bah, ça ancre comme ça, effectivement, oui, des petits rituels, mais qui ne sont pas forcément fixes, qui peuvent bouger parce que justement, je me les impose pas, mais parce qu'ils me font du bien. Voilà. Et puis, bon, gros rituel par contre, alors incroyable, bien manger. Moi, je suis désolée, le manger, se faire à manger avec amour, c'est un élément central de la vie. Voilà. Et ça, on peut manquer de temps. Moi, j'ai de la chance, je bosse de la maison, mais pourtant, je manque aussi beaucoup de temps. J'ai des journées marathon. Alors oui, j'ai pas d'enfant, mais je suis entrepreneur et multicasquette. Donc, c'est une autre prise de temps, c'est une autre prise d'énergie, c'est différent. Donc, ça signifie pas que je peux passer mon après-midi à penser à quelle recette je peux élaborer. Non, il faut que ce soit efficace. Et même quand je crée une nouvelle recette, il faut que ce soit efficace. Et de toute façon, c'est pour le travail. Mais le fait est que je me fais des bonnes choses à manger et j'ai toujours quelque chose de bon, ou en tout cas qui va me faire du bien à manger dans mon assiette. Et ça, c'est important. C'est très, très important. Tu manges quoi ce midi, justement? Ah, de la quiche. Alors là, non, mais je suis tellement contente parce qu'en plus, cette semaine est particulièrement chargée. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais ça, c'est pareil, quand je pars en voyage maintenant, je prends le temps de préparer mes repas et ça change la vie. Et je me balade avec mes Tupperware. Alors, c'est un peu plus encombrant quand je vais notamment aux Pays-Bas, parce que là, je vais y aller dans pas longtemps. Je me prépare quand même mes repas, hein, même si ça va empiéter sur mon week-end. Déjà, il y a pire que de passer du temps en cuisine avec un beau podcast. Déjà, hein, je pense qu'il y a largement pire. Et puis, en plus, c'est tellement mieux d'avoir un bon petit plat à manger quand on est en déplacement. Je trouve ça absolument génial. Mais ouais, petite quiche parce que j'ai expérimenté 2 nouvelles recettes. Non, je dis des bêtises en plus. Ce midi, c'est un curry chinois aux fruits du jacquier et aux lentilles. Et ce soir, ce sera de la quiche. Voilà. J'ai expérimenté ça pour la prochaine vidéo YouTube. Du coup, il me reste plein de restes et maintenant, je me fais un plaisir de les manger. C'est magique. Ça, c'est Voilà. l'avantage de faire des vidéos recettes, c'est qu'après, tu les manges. Et c'est obligé que ce soit bon, parce que si tu te fais plaisir derrière, il faut absolument que ce soit bon. Mais oui, on est d'accord. Donc là, je vous garantis que les recettes sont très, très bonnes. Alors, j'ai une avant-dernière question pour toi. Tu as commencé à parler de quelques livres, etc. Est-ce que tu as particulièrement des lectures, vidéos, podcasts qui te tiennent à cœur et que tu aimerais conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Alors, oui, et d'ailleurs, j'ai oublié quand même parce que tu me demandes mes rituels, mais la lecture en est un, en fait. Je ne peux pas passer une journée sans lire. C'est indispensable. Et ça, je pense que se reconnecter déjà au physique, à lire sur papier, parce que c'est important. On n'assimile pas du tout les mêmes choses que quand on lit sur un écran. L'expérience n'est pas du tout la même. Et reprendre le temps de fixer son attention sur quelque chose d'autre qu'un tweet ou qu'une émission de télé ou qu'un post Instagram, c'est hyper important parce que notre capacité d'attention diminue énormément avec notre utilisation des écrans et des réseaux sociaux. Donc déjà, se reconnecter à la lecture, c'est important. Et puis la lecture, ça permet d'apprendre, ça permet de se détendre, ça permet de s'évader, ça permet de ressentir plein d'émotions. Et ça n'a pas de prix. Donc oui, la lecture, c'est un très, très bon rituel. Et pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, à moins de lire un, un roman palpitant, normalement, ça aide quand même pas mal à l'endormissement. Donc, c'est plutôt pas mal. Mes lectures, alors je lis beaucoup. Moi, je suis une acheteuse compulsive de livres. D'ailleurs, pour ça, je vais chez Giberjeune, comme ça, j'essaye d'en prendre pas mal d'occasions, mais aussi quand même de soutenir les nouvelles créations en achetant des livres neufs quand ils viennent de sortir. C'est important, faut pas. Enfin voilà, ça c'est personnel, mais je trouve que c'est important aussi de soutenir quand même cette activité-là. Et en lecture, en général, j'ai 3 bouquins sur le feu en même temps parce que j'aime varier mes lectures. Donc, j'en ai toujours une qui est très technique, donc qui va toucher soit à la santé. Bah là, en ce moment, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire en numérique et puis finalement, je l'ai fini en audiobook sur Audible. Et là, je le relis en version papier parce que je l'ai commandé et que c'est quand même beaucoup plus pratique en version papier. Mais c'est Fiber Fueled du docteur Will Bulchevich, qui est un excellent gastro-entérologue. Qui est pour moi une pépite. J'espère que ce livre sera traduit en français parce qu'il va aider énormément de personnes, notamment à se réconcilier avec leur digestion, à l'améliorer et à mieux manger. Donc ça, c'est un livre que je recommande énormément, évidemment. Autre livre très, très accessible sur l'alimentation et la santé, c'était justement How Not to Die de Michael Greger, qui s'appelle en français, je déteste le titre français, je crois que c'est Comment ne pas mourir. Ah non, maintenant c'est Manger mieux peut vous sauver la vie, parce que justement ils avaient fait une première traduction qui n'était pas du tout adaptée, de Michael Greger, qui est en plus un personnage très très drôle, qui est un excellent médecin. Donc ça, c'est des petits bouquins qui sont très très bien. Le charme discret de l'intestin, je l'avais trouvé très sympa parce qu'il est drôle à lire en plus. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu plus santé. Moi, je ne suis pas trop roman parce que j'en ai lu, surlu pendant une grande partie de ma vie et maintenant j'ai besoin de me rattacher au réel, au concret. Et du coup, les romans, ça ne me parle plus du tout. J'ai quand même lu Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, il me semble. Ouais. Qui regroupe un petit peu toutes les grandes lignes du dev perso sous forme de roman. Donc, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. C'est très accessible, c'est très facile à lire. Je viens de le finir. Après, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est livres plus d'actualité, mais quand même liés à des domaines qui me parlent. Donc là, je suis en train de lire Sapiens, et que j'ai mis du temps à commencer à lire d'ailleurs. Et j'ai fini La sixième extinction, qui est un très bon aperçu de notre impact en fait sur la planète. C'est pas du tout fataliste, c'est pas, c'est très justement écrit. C'est très très justement écrit. Donc voilà, je jongle un petit peu. Je lis aussi pas mal de bouquins de développement entrepreneurial parce que ça me parle beaucoup. Un peu moins dev perso maintenant. Parce que bon, après, c'est assez redondant, mine de rien. Mais là, voilà, le troisième bouquin qui est en cours de lecture, c'est L'intelligence émotionnelle qui est vraiment intéressant à lire. Ce n'est pas des lectures faciles. Ça demande quand même une sacrée concentration, mais c'est très riche en enseignements. Donc voilà le genre de bouquin que je lis. J'aime beaucoup. Et podcast, ça tourne un peu sur les mêmes thématiques. Non, c'est quand même beaucoup plus vaste, mais j'aime beaucoup Rich Roll. Alors moi, c'est beaucoup des podcasts anglophones par contre, parce que du coup, je suis bilingue. Mon homme est anglophone à la base. Donc j'ai la chance de pouvoir du coup accéder à du contenu anglophone. Et dans notre domaine, il y a beaucoup plus d'informations disponibles en fait, clairement. D'accord. Voilà. Mais du coup, il me semble que tu as un podcast qui est très intéressant à suivre. Oui. Voilà.
Donc non, je me mets peu à peu, je découvre peu à peu les podcasts français, notamment grâce à des personnes comme toi. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis, ce qui est chouette, c'est que ça y est, là, les Français commencent à s'y mettre un petit peu plus. Alors, peut-être beaucoup trop aux yeux de certains. Moi, je sais qu'on m'a déjà dit, ah non, tu vas pas te mettre au podcast, tout le monde le fait. Déjà, je fais ce que je veux. Si j'avais envie de lancer un podcast, je le ferais, hein, et puis, c'est tant mieux. Enfin, en quoi, à un moment donné, ça doit être agaçant de voir des personnes consacrer du temps, de l'énergie, de l'intelligence pour partager du contenu qui puisse apporter quelque chose à son auditeur. Voilà, c'est donc plus il y aura de podcasts, mieux c'est. Et puis après, on choisit les podcasts que l'on aime. Mais alors non, autre podcast pour les personnes anglophones que je trouve génial, c'est Plant Proof podcast. Et qui n'a rien à voir, mais ça, ce sont mes deux soupapes de décompression. Donc, j'écoute toujours France Inter. Hein. J'ai grandi avec France Inter, donc je suis une grande auditrice de France Inter. Je n'ai pas la télé chez moi, donc je regarde très peu d'émissions, à part sur Arte, à part quelques docus sur Netflix, et évidemment des séries que je peux binger, comme tout le monde semble me le demander. Est-ce que tu regardes des séries? Mais évidemment, heureusement qu'il faut ces soupapes de décompression et de vide, d'intelligence des fois, parce que ça fait du bien. Donc oui, je regarde plein de séries, je suis super à jour, mais après, ils ont en plus de bons documentaires. Et sinon, France Inter, pour les infos, c'est pas mal. C'est concis, il n'y a pas le poids de l'image. Je trouve que c'est largement suffisant pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. Et il y a des podcasts France Inter, donc je réécoute mes émissions préférées en podcast. C'est pas compliqué. Dès que j'ai un moment, par exemple en cuisine, ou que je fais le ménage, ou que je fais une activité qui ne demande pas mon implication cérébrale trop poussée, eh ben, je me mets souvent soit des podcasts, soit les rediffs de mes émissions préférées. Grand bien vous fasse la tête au carré. Et par Jupiter, voilà. Non, j'adore. Donc voilà. Ouais, c'est bien riche. En tout cas, moi, j'essaie de noter un maximum de choses et les livres là, mais il y en a pas mal qui me donnent envie. Donc, je commençais à mettre la liste comme ma pile commençait à diminuer. Donc là, je pense que je vais retourner. Ah bah alors Merci ça, beaucoup. attends, je me suis retenue hein, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup trop en tête. Donc, voilà, Bon, à l'occasion, si j'ai besoin d'autres idées, je reviendrai te voir. avec grand plaisir. Pour une photo de ton étagère et puis Il je ferai faudrait ma que je fasse, commande. en plus, il faudrait que je fasse une vidéo sur mes lectures, mais alors elles sont tellement éclectiques que je me dis, je sais pas, soit la vidéo va durer très longtemps, soit ça va intéresser absolument personne parce que c'est beaucoup trop éclectique, donc je ne sais pas, on verra. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, moi, ça me pourrait m'intéresser si tu veux une bribe de réponse. Je garde ça dans un coin de ma tête. Alors, dernière question, et après, je te laisse aller manger ton curry. Ça veut dire quoi pour toi avoir une hygiène de vie plus équilibrée et plus sereine? Je pense que ça résume un peu tout ce qu'on s'est dit pendant 1 heure et demie. Non, presque 2 heures. Ouais. Non, une hygiène de vie plus équilibrée, plus sereine, je pense que c'est déjà être libéré de beaucoup de choses, d'expériences, d'émotions qui seraient liées à un vécu qui fait partie du passé. Et ça, je pense qu'être en paix avec ça, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est très important. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait. Et qui gâche la vie. Donc, je pense que déjà, pour le côté sain, bien au-delà du fait de bien manger, de bien bouger, je pense qu'être en paix avec soi-même, en paix avec son histoire, en paix avec les gens qui nous entourent, c'est quelque chose de fondamental. Et équilibré, bah justement, je pense que c'est le fait de laisser une place à tous les éléments essentiels à notre bien-être et à notre santé en tant qu'être vivant. Donc effectivement, il y a le fait de bien manger, de bien consommer plutôt. Ça ne se résume pas à ce qu'on avale en fait. C'est nos choix de consommation, c'est nos valeurs, encore une fois, le fait de les trouver, parce qu'une vie avec des valeurs a quand même un petit peu plus de corps qu'une vie sans. Et puis, le fait voilà, de réussir à équilibrer dans sa vie, de donner de la place suffisamment au partage avec les autres. Je balance tout pêle-mêle, mais au mouvement, euh, au fait de prendre soin de soi, parce que c'est pareil, si on n'est pas capable de prendre soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres. Ça, c'est une illusion. Euh,
c'est le fait de reconnecter en fait tout ce qui fait de nous des êtres vivants et qui nous permet de vivre au mieux cette expérience qui est très très éphémère et qui passe très très vite. Donc voilà, si c'est pour passer la vie en conflit avec soi-même, en conflit avec la vie, en conflit avec les autres, c'est dommage parce que la vie en soi, c'est absolument merveilleux quand on pense aux milliers d'échanges qui se passent à l'intérieur de notre corps, à tout ce qui fait qu'on peut ne serait-ce que se gratter le nez en fait. Je trouve que quand on regarde ça, c'est absolument merveilleux. Donc ouais, réussir à en profiter pleinement et à en faire quelque chose qui parle ici, en fait. Mais pour que ça parle ici, il faut s'y reconnecter au cœur. Et ça, je pense que c'est vraiment la première marche, en fait. C'est important. Juste déjà de se reconnecter. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. C'était vraiment magique. Ouais, alors, si je me trompe pas, on peut te retrouver sur tes 2 chaînes YouTube, ton compte Instagram. Ouais, plus une que les autres parce qu'en ce moment, je ne poste pas de nouvelles séances, mais il y en a déjà quand même pas mal, mine de rien, avant. Mais effectivement, ouais, plutôt sur la chaîne principale, Amandine L. C'est là que je partage le plus régulièrement. Ton compte Instagram qui est French Fitness Lab. Oui, tout à fait. Et tu as ton site internet également. Ouais, qui va être en chantier, qu'on va améliorer parce que pour l'instant, c'est un peu un labyrinthe. Il y a beaucoup de contenu. Donc on est en train de simplifier ça. Et puis les articles de blog aussi, mine de rien, sur lesquels j'ai pas mal travaillé, que je continuerai à alimenter évidemment dans le futur. Riche d'informations, que ce soit les vidéos, même tes posts Instagram et tout ça, tu es toujours en train de me donner beaucoup de contenu, c'est avec beaucoup de sens. C'est très inspirant. Je ne te copie pas, je m'inspire. Mais, mais comme tout le monde, il faut s'inspirer, mais pas la copie, je préfère encore le redire. Mais oui, il faut on est là pour s'inspirer les uns avec les autres, encore une fois. Hein, faut arrêter de faire du bien. C'est important, et puis c'est normal, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. Je suis vraiment très, très contente. En tout cas, sache que tu as battu pour le moment le record de durée de podcast. Donc, je te donne ce trophée-là. Tu n'y fais pas les compétitions, mais tu en as gagné une. Et j'ai essayé de faire concis, mon Dieu, c'est pas possible. Non, mais c'est magnifique, c'est super. De toute façon, je pense que je le ferai en 2 épisodes. Ouais. Pour clôturer cet épisode, eh bien, écoute, je te souhaite une très belle continuation dans ton aventure, et je te dis à toi aussi. Bientôt. Oui, prends bien soin de toi et merci beaucoup pour ton invitation. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je sais à quel point il n'est pas simple de se trouver son état de bien-être. Il est propre à chacun et se construit au fil de l'eau. Comme vous l'avez entendu, Amandine est d'abord une femme passionnée et rayonnante. Et pour autant, elle comme moi n'avons pas toujours eu une relation saine ni avec la nourriture, ni avec le sport. Nous n'avons pas toujours apprécié bouger notre corps et nous ne faisions pas forcément toujours les meilleurs choix quant à notre assiette. Pourtant, ça ne fait pas de nous des êtres malsains ni irrécupérables. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser à moi ou à Amandine, bien entendu. Soyons solidaires entre nous. Et petit défi du jour, je vous laisse me partager un geste que vous souhaiteriez mettre en place dès demain en faveur de votre santé. Comme d'habitude, je remettrai toutes ces informations sur l'article lié à cet épisode, disponible sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. D'ailleurs, à ce sujet, si l'épisode vous a plu, ça fait beaucoup de mots épisode, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager sur Instagram en faisant une copie d'écran et en me taguant @alexandraportailnaturo et en taguant Amandine @FrenchFitnessLab pour que nous puissions vous repartager en retour. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. Ciao!